Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité de l'écosystème du jeu vidéo et de la pop culture. Personne ne se tient en plateau, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu mon micro s'il vous plaît, merci. Les amis, nous sommes au grand complet aujourd'hui presque avec Jonathan, avec Grégoire, avec Seb. À ma droite et à ma gauche, nous avons Cédric, nous avons Lorraine et nous avons Titouan. Comment allez-vous les amis? Ça va bien. Ça va. Et vous cassez les oreilles de tous les spectateurs, c'est incroyable. Bien fait. Alors, et on a évidemment Hortense en face de nous à qui on dit bonjour. Bonjour Hortense. Bonjour. Et bonjour Léo et PJ de l'autre côté de la régie. Et on embrasse Charlie et Elisa évidemment. Émission presque au grand complet. On n'embrasse pas Alexis évidemment qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous fait non, pas les absents toujours tort. On embrasse évidemment Phenom sur le chat, on embrasse Mafouba, on embrasse Miops. Pour aujourd'hui ça va être un gros numéro. Énorme bilan de l'année 2018, année non moins énorme j'ai envie de dire. Pas de news, pas de critiques, juste des gros tours d'horizon. Et comme on est un tout petit peu à la bourre, je propose qu'on commence tout de suite avec le bilan cinéma de l'année 2018. Allez, vas-y! Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble! Ah, pardon, bonne chance! Alors, 2018 au cinéma, la fatigue des super-héros n'a pas eu lieu. Voilà, j'ai envie de dire, beaucoup de films de super-héros cette année, Infinity War, Black Panther, Spider-Verse, Aquaman, Batman Ninja, Ant-Man 2, Indestructible 2. Quel est votre avis sur finalement ce regain inespéré des super-héros au cinéma, Jonathan, peut-être pour commencer? Un regain, je sais pas, ce qui est sûr c'est que non seulement sur le nombre, mais sur la qualité, la quantité et le succès à chaque fois de ces films, y a pas on n'a pas encore atteint le plafond de verre, on n'a pas encore atteint le moment où effectivement il y aura une fatigue, parce que là on en mange en plus en animation, en jeux vidéo, en tout, là il y a encore un gros marché, et pour Marvel et pour DC. Ouais, c'est plutôt DC Comics qui fatigue en fait. Qui nous fatigue. Ouais. Aquaman, c'est. T'avais vu, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. On en parlait il y a 2 minutes. Ah d'accord, ok, très bien. Parce que moi j'ai surkiffé, mais dans le sens que pour moi c'est un gros nanar à 60 millions. Je pense que justement DC il va continuer dans cette voie de plus se prendre au sérieux, de savoir que Balek, on sait qu'on fait de la merde, donc autant aller à fond. C'est-à-dire que dans Aquaman vous avez comment il s'appelle le méchant dans le premier Spider-Man? Oui, Willem Dafoe. Willem Dafoe, il chevauche un hippocampe géant. Le méchant, il a un masque en métal qui fronce les sourcils. Ils font une battle qui détruit la moitié de la mer. Ça n'éveille personne sur Terre. Enfin, c'est génial. Pour moi, c'est génial. Ça va à fond dans le kitsch des années 60. Quoi. Ouais, et puis même, t'as l'origin story de Jason Momoa, mais quand tu vois un petit haïtien qui va devenir Jason Momoa, c'est impossible à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta life pour devenir Jason Momoa visuellement? C'est génial. Franchement, c'est génial. Et alors, quand même, $1 milliard et plein de milliards de recettes, j'ai pas eu le temps de checker les chiffres pour Infinity War, c'est quand même le MCU qui repart de plus belle, du coup, malgré les atermoiements de DC qui essayent de se sauver, j'ai envie de dire, mais qui peinent un petit peu. Mais pas complètement sûr, moi. Pas je pense qu'il faut attendre déjà Infinity War 2. Il faut voir, en fait, ça va donner après. C'est-à-dire que là, on est sur un truc conclusif. Tout le monde attend ça parce que ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont en train de teaser Thanos. Ils le teasent depuis 2012 qu'il y a Thanos qui va arriver. Et le film, bon, il a des qualités, il a des défauts. On voit ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, mais globalement, il marche parce qu'il y a 40 super-héros, donc tout le monde va y trouver son compte et qu'il y a un côté conclusif quand même, tu vois. Titouan? Moi non, ça va aller très vite, j'en ai vu 0 des films. Toi il a les lèvres bleues, je vais pas le prendre au sérieux. Moi, c'est normal, c'est parce que je fais une petite crise d'asphyxie, tu vois, je me sens pas très bien. Très bien. Après il y a eu Black Panther aussi qui a introduit un nouveau super-héros. Celui-là aussi je l'ai pas vu, tiens. Mais le film aussitôt vu, aussitôt oublié, le seul intérêt c'est qu'il introduisait le décor et le cadre pour Infinity War. Mais après... c'est vrai. Après, il a eu un succès parce que niveau communauté, c'était intéressant ce qu'il amenait. C'est quand même un film de super-héros quasiment. Il n'y a qu'un acteur blanc dans les personnages secondaires. Et sinon, c'est que les acteurs afro-américains. Et ils défendaient des choses assez intéressantes. C'est un grand pas en avant pour l'industrie, évidemment, de l'entertainment américain. Oui, et toi Seb, quel est ton ressenti sur l'entertainment américain de 2018? Du coup, vu que tu prends la parole. Écoute, ça va aller très vite. Hein. Non, en vérité. Tu l'as pas vu? Si, j'en ai vu une petite partie, mais c'est vraiment pas ma came. Plus j'avance, moins ces films m'intéressent. Moi je les trouve cinématographiquement intéressants. Pour moi c'est de la redite constante visuellement. Pour moi à part le seul qui m'avait un peu impressionné, mais ça c'était Doctor Strange,
que j'avais trouvé intéressant. Voilà, il y avait quelques idées intéressantes pour moi, sinon c'est tous les mêmes films. Après, ils sont pas mauvais, mais c'est tous les mêmes. Willem Dafoe sur un hippocampe, si t'en trouves un autre. Oui, voilà, moi je suis preneur. Honnêtement, je veux bien voir. Hein. Visuellement, ils peuvent se ressembler, sauf quand c'est des films d'animation où là, ils se sentent capables d'aller un peu plus loin. Il y a eu Batman Ninja, il y a eu Into the Spider-Verse, il y a eu Destructible 2, voilà, où là, on sent qu'il peut se faire un peu plus plaisir. Quand ils sont dans les films live, que ce soit Marvel ou DC, au niveau de la réalisation, ils font ce qu'il faut. Ils laissent, eux, ils veulent plus mettre en avant les personnages, les histoires, ce genre de trucs, et les scènes d'action plutôt qu'essayer de faire visuellement quelque chose de très, très innovant. Quoi. Donc pour toi, c'est-à-dire que l'innovation vient de l'animation en fait. Plus pour moi. L'animation, c'est la vie, les amis. C'est la vie. Brad Bird, on lui a dit sur les Indestructibles 2, plein de réalisateurs de films de super-héros lui ont dit c'est incroyable ce que tu as réussi à faire, mais tu as pu le faire parce que tu faisais un film d'animation. Il a dit non, c'est juste parce que j'ai plus d'imagination que toi. En fait, j'ai trouvé Cédric, j'ai mieux que Willem Dafoe qui chevauche chez Hippocampe, parce que dans un film, je crois qu'il chevauche Charlotte Gainsbourg et c'est pas cool. Mais est-ce que Charlotte Gainsbourg n'est pas l'évolution de l'hippocampe naturellement, tu vois ? C'est un débat intéressant. Cette discussion est en train de partir dans des cieux beaucoup trop éloignés. Merci Jonathan, tu fais mon travail à ma place. Du coup, hors animation, est-ce qu'on a quand même eu quelques petites pistes sympas pour le blockbuster cette année ? Je pense notamment à Mission Impossible, Fallout. Pour beaucoup de personnes, c'est l'un des films de l'année. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah ouais. Qui a répondu ça là ? C'est le jingle de l'année déjà. Hein, oui, c'est vrai. Bon bah excusez-moi. En termes de film d'action, franchement, c'est. Non, mais en fait, je rigole, je l'ai même pas vu. D'accord. C'est vrai que moi je suis pas le plus gros fan des Missions Impossibles. J'ai des problèmes avec le concept de Cruiseploitation, mais c'est indéniable qu'en termes d'action, au moins il va toujours à fond, il va toujours le plus loin possible dans beaucoup de trucs et que c'est délire quoi, on se prend pas la tête quoi. Quand il se bat avec Henry Cavill dans des chiottes à Paris, bon bah voilà, là aussi tu vois, combien de films te donnent ça Henry Cavill dans des chiottes de parisienne, moi j'en c'est le genre de scène où ils ont des départs prévus de tourner une semaine, où ils finissent par faire plusieurs semaines voire plus d'un mois, parce que justement ils veulent te faire la scène d'action qui va te marquer, la scène qui va frapper les mémoires, un peu à la Jackie Chan comme dans l'ancien temps, donc c'est vrai que ça fait du bien de voir ça. C'est un film généreux. C'est mieux que Rampage que je vois sur le conducteur. Je sais pas pourquoi il est marqué parce que c'est une grosse bousasse. Je comprends pas pourquoi il est là. Alors il est sur le conducteur parce que que c'est une grosse bousasse, voilà, c'est tout. Dans nos awards internes qu'on va dévoiler au fur et à mesure de l'émission, donc restez avec nous. Dans nos awards, j'ai eu des gens qui ont voté pour Rampage. Oh mon Dieu, et c'est pour ça qu'ils sont pas là, Alexis, c'est pour ça qu'ils sont virés. Et j'ai oublié d'introduire effectivement, n'oubliez pas que à la fin de l'émission, il y aura le grand tirage pour notre concours sur vos awards de l'année. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter, si on peut retweeter le lien du concours pour que les gens puissent participer, voire poster le lien. Il gagne quoi ? Il gagne l'édition collector de Karel. Non, il gagne pas mon Smash Bros, mais il gagne un Super Smash Bros dématérialisé sur Switch. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est cadeau de la maison. Du coup, oui, pardon, on continue. Rampage, du coup, est-ce que c'est Lorraine qui a voté pour ce film, c'est ça ? Non. Qui a voté alors ? Dites-le. Allez. Non, pas moi. Ça c'est Grégoire, regardez. Regardez-le là. Non. Montrez-le du doigt. Ça chie Aquaman, mais ça accepte The Rock qui je vous rappelle que j'adore The Rock. The Rock, c'est un grand. Non, je sais qui c'est Damien. Je vous rappelle Damien parce qu'il avait fait la critique. Je vous rappelle qu'on a des chroniqueurs qui ne sont pas à Paris. Effectivement, on les embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse très fort, évidemment, on embrasse Damien et Pierre. Et évidemment, on parlait un petit peu de Rampage. Est-ce que finalement les kaiju ne sont pas une voie de renouvellement pour le blockbuster ? Bumblebee, apparemment, il est très bien. Faut arrêter, c'est comme Isekai, dès qu'il y a un truc dans notre monde, c'est un Isekai, dès qu'il y a un monstre géant, c'est pas un kaiju. Faut arrêter, c'est un singe géant de merde. Voilà, vous l'avez énervé, voilà. Putain, merde. C'est un film nul, j'en ai marre. J'aime bien The Rock. The Rock, c'est un acteur cool et débridé. Mais j'aime pas les singes. Mais c'est pas parce que tu mets un acteur sympa dans n'importe quelle merde que ça rend le film cool en fait. Alors lui, il est d'accord, il l'encourage ça. Sur le chat, Jalil nous dit que Rampage est quand même un bon film. On peut se tromper, hein. C'est pour ça qu'il est pas sur le plateau à parler au micro et qu'il est sur un chat. Voilà. Bon, Jalil. Non. J'attends ton CV, Jalil. J'attends ton CV. Mafuba qui nous dit I Love Dogs. Oui, L'île aux chiens, parce qu'on effectivement parlait d'animation. Glisse sur le terrain des kaiju au Japon, la passerelle est assez grosse, mais bon voilà, l'île aux chiens. C'est mon film préféré de l'année. Il est dans mon top. Oui, c'est bon, t'es d'accord Cédric là ou parce qu'on a je suis pas fan des chiens. Non mais voilà, j'aime pas les animaux. Donc on peut peut-être laisser un peu de place à Seb et Lorraine là-dessus, étant donné qu'on a fait une émission sur la stop motion cette année avec Marc Aguès et
et notre ami de No Life. Sauvez-moi s'il vous plaît. Parotaku, merci beaucoup. Je suis très fatigué, vous le savez pourquoi. Donc voilà, L'île aux chiens, quand même un sacré film pour la stop motion. Ouais. C'est un Absolument. film. Moi j'ai particulièrement apprécié ce dernier Wes Anderson. Après, je veux dire, on savait déjà ce qu'il était capable de faire sur ce fantastique Mr. Fox. Donc on s'attendait déjà à un très bon film. J'ai été quand même agréablement surpris qu'il y ait j'ai oublié le nom du mangaka japonais qui a été Minotaru Mochizuki. Mais voilà, Mochizuki que j'adore, qui a été engagé pour notamment faire les parties un petit peu en 2D. Bon, c'est plein de bon goût, plein de bonnes choses qui ont été abordées dans ce film. Esthétiquement, je trouve ça super qu'il garde l'idée d'un peu de l'animation légèrement saccadée. Voilà, moi je suis fan et je recommande toujours. Disons que c'est ta grande thèse sur le cinéma de Wes Anderson, c'est que c'est un cinéma qui est trop parfait pour être honnête et donc il faut guetter les imperfections, ces petites imperfections qui émergent de sens. Question vraiment innocente parce que c'est un truc que j'ai entendu, plusieurs mecs qui connaissent un peu le cinéma d'Anderson m'ont dit que justement ces films d'animation, il les réalisait pas complètement lui-même, c'est-à-dire qu'il avait un storyboard vaguement et que c'est surtout l'équipe d'animation qui chargeait, que lui par exemple je crois que c'était sur Mr. Fox, il n'a jamais quasiment été présent sur le tournage, c'était que des conférences Skype et il a un peu laissé ça le truc à côté quoi. Alors je suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça, mais ça m'étonnerait pas parce que de toute façon il y a un directeur de l'animation et un réalisateur qui est engagé pour faire ce genre de film parce que techniquement c'est très compliqué. Oui, de toute façon il écrit son truc, il sait exactement ce qu'il veut. Après, est-ce que lui en lui-même il a des capacités de faire ça? Je pense que c'est mieux qu'il fasse appel à quelqu'un dont c'est vraiment le taf. Ce que je voulais plus dire c'est par rapport à la direction. Ouais, mais dans le sens que tu sais tout le monde vante tout le temps les mérites de L'étrange Noël de Monsieur Jack comme un film de Tim Burton alors que c'est pour moi vraiment un film d'Henry Selick. Alors on a Phenom qui nous dit sur le chat que Camille Moulin-Dupré du Voleur d'Estampes a travaillé dessus. D'accord. Possible. Très bien. Je suis pas du tout au courant. Mais là où tu as raison je pense de signifier, la paternité de l'œuvre entre guillemets esthétique. Faut savoir qu'un film d'animation, en grande partie, il est réalisé avant même qu'il est produit. Donc de toute façon, la patte de l'artiste, elle est déjà là à l'épreuve du storyboard. S'il a participé au storyboard, on peut pas nier sa patte. Qu'il y ait des choses et des ajouts et finalement des petits changements parce que ça ne marche pas forcément. Parfois ça peut arriver que au storyboard ça marche et à l'épreuve soit c'est trop cher soit ça marche pas. Et bien effectivement il peut y avoir des changements. Mais je considère que c'est tellement dans la cinématographie, dans le calcul du plan, la façon de cadrer les personnages, de les faire interagir les uns entre les autres. Je trouve qu'on retrouve tellement la magie de Wes Anderson que on ne pourrait pas nier pour moi la paternité de ses œuvres. Je sais pas ce que tu en penses. Ah non, je suis totalement d'accord. Parce qu'en même temps, ses storyboards sont extrêmement précis et tout ce qu'il fait est calculé au millimètre. Donc même si c'est pas lui qui va animer les trucs, qui va être là derrière toutes les 5 minutes pour dire je veux ça, c'est quand même lui quoi. C'est vraiment, c'est indéniable. Et surtout que ça met du temps quoi. S'il reste derrière après chaque photo. Esthétiquement ça se voit. Les chiens c'est vraiment du Wes Anderson aussi. Tous les décors, clairement. Les poils, etc. Et après c'est comme ça. C'est les poils de Wes Anderson. Mais de toute façon un réel ça bosse toujours avec la même équipe. Du temps et nous commençons peut-être à en manquer, donc on va peut-être aborder les awards, les awards de notre belle rédaction aujourd'hui réunie, n'est-ce pas? Tout le monde a voté, nous avons à peu près tous les gens de l'équipe qui ont voté en fonction de certaines catégories, étant donné que certains sont moins spécialistes de jeux vidéo que d'autres, etc. Donc on a pondéré le numéro 1 des top 5, donc le numéro 1 a 3 points, le numéro 2 et le numéro 3 ont 2 points, le numéro 4 et le numéro 5 ont 1 point. Et les films de l'année, nous avons donc Est-ce que je commence par la fin du top 10? Vas-y, la fin. Alors, allez. En numéro 10, nous avons L'île aux chiens. En numéro 9, nous avons Les Indestructibles 2. Oh non. En numéro 8, nous avons Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, dont on parlait la semaine dernière. Au-dessus, nous avons Happiness Road, qui est un film d'animation chinois qui a été projeté à Annecy cette année. Donc je vous laisse trouver qui s'est rendu à Annecy cette année. Comme ça, vous trouverez qui a voté. Voilà, tout simplement. Il est sorti cet été aussi, donc voilà. Phantom Thread en numéro 6 de Paul Thomas Anderson. En numéro 5, Avengers Infinity War avec 7 votes. Au-dessus, Spider-Man Into the Spider-Verse numéro 4. Numéro 3, parce que je suis décalé avec Excel, désolé. Et numéro 2, Free Billboards. Et numéro 1, La forme de l'eau. Alors attention, c'est l'élastique du short à 1 point près. Parce que Lorraine lui a mis un flop et donc lui a mis un -1. Donc en fait, il était à 11 et puis il est passé à 10. Peut-être que. Et en fait, non. Donc la forme de l'eau à 1 point près. Voilà.
film de l'année. Alors toi, Je suis c'était vraiment la seule à l'avoir détesté ou Ah bah, Non, juste- non, 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 on Désolé, était. désolé. Alors, je- PJ lève le doigt. PJ lève le doigt Grosse en approche régie, de- voilà. Il c'est a pas, nul. il a pas trop aimé, Ah non, mais effectivement. c'était Viré, pas top. la déception, quoi, totale. Non, mais comme dit Seb, Enfin, t'as le droit d'avoir tort. Hein. Non mais justement Lorraine, pourquoi ça t'a déplu justement la forme de l'eau? Parce qu'on a été très dithyrambique en plateau là-dessus. Bah, après, moi j'avais quand même vachement d'attentes pour ce film. Mhm. Et surtout que c'était un peu. Enfin, ça partait de La créature du lac noir, qui est un film que j'aime énormément. Et en fait, l'histoire m'a fait chier. Enfin, en fait, il y avait beaucoup de qualités dans ce film, mais il y avait aussi énormément de défauts. J'ai trouvé que le costume et le maquillage, c'était une catastrophe. Ah oui. Ah ouais. En fait, j'ai trouvé qu'il était mal éclairé et qu'il était mal mis en fait. Il y a des moments où c'était extrêmement rigide et donc dans les mouvements du personnage, c'était pas cool. Sachant que Doug Jones, qui est quand même cantonné souvent, enfin même tout le temps à des rôles comme ça, de mec recouvert de maquillage, bah il a une grâce qui est très particulière et là, On la retrouve on la pas. Tu ne la retrouve pas retrouves du pas, tout. ouais. Et il y avait même des moments où le maquillage était mal fixé et qu'il prenait l'eau en fait et ça faisait des boursouflures. Et moi ça m'a dérangé parce que c'est mon On métier. appelle ça des branchies. Non, je te parle pas de ça. Et à côté de ça, j'ai trouvé qu'il y avait rien de vraisemblable et de réaliste en fait. Enfin, je cherche pas une réalité dans un film fantastique, mais juste quelque chose de vraisemblable. Et là, il y avait rien de cohérent, rien de vraisemblable et rien de crédible. Et c'est ce qui m'a manqué pendant tout le film. J'ai rien trouvé de crédible du tout et c'était. Ça m'a tout gâché quoi. Merci beaucoup Lorraine, c'est vrai qu'on a été suffisamment laudatif, donc je vous invite à retrouver notre émission sur Guillermo del Toro avec Fabien Moreau. Et pas de Ready Player One. C'est ce que je veux dire, il y a que moi qui ai voté pour Et- Ready Player One. dire, c'est ça Et Ready Player One. Vraiment est- des goûts de chiottes, Cédric. Ready Player One. Non, Ready Player One est numéro 12, Ah. deuxième, avec 4 points. Et qui en numéro 11 alors? En numéro 11, pardon, ce qu'il faut du coup décaler, parce que j'ai mal compté. Under the Silver Lake, Ah, Ok, ça qui, va. qui est ça va, dixième ça va. du coup en fait, parce que j'avais compté. Du coup, Gros je coup de refais cœur pour moi. le podium C'est de génial. l'année. gros coup de cœur de cette année. Ah ouais? Ah ouais. C'est vrai qu'on en avait pas parlé, donc peut-être un petit mot dessus. Bah, c'est une merveille. Ouais, c'est ouf. Moi, quoi. je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Beaucoup de gens disent que c'est le nouveau Lynch. Ouais, mais Beaucoup de gens ont tort. beaucoup de gens disent qu'ils ont envie parce qu'ils ont les références qu'ils ont envie d'avoir. quoi. C'est ça. Très Je suis bien. tout à fait d'accord. Non, mais globalement, c'est un jeu de piste, une réflexion sur le concept même de pop culture. Ouais. Rien que ça, c'est ouf. Quoi. Et tout est Intéressant. justifié, rien n'est gratuit, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de fanservice, entre guillemets, mais tout est justifié. Donc c'est Yeah. peut-être le Ready Player Le One Ready que vous n'avez Player pas One, eu. Exactement. Très Et bien. petite anecdote, c'est très vite, c'est Très vite. Debache, quand ils ont fait l'avant-première, il a expliqué qu'il a parlé avec le réalisateur, il lui a dit à un moment il y a une séquence où il joue à Super Mario, et il a vu un nom de niveau, il a dit mais ça c'est un nom de niveau de bug. Il me fait ah mais vous êtes le premier à le remarquer, oui c'est fait exprès. Donc même dans n'importe quel petit détail, il y a un petit indice Ah, caché. c'est les Lost Levels ou je sais dans pas les quoi. trucs là. de Lost Levels buggés en fait. Donc le podium, La forme de l'eau en numéro 1, Three Billboards en numéro 2 et en numéro 3, Spider-Man Into the Spider-Verse, voilà, dont on a bien parlé il y a 2 semaines. Donc on va peut-être pas refaire l'émission Spider-Man ici avec toi Jonathan. On se retrouve juste après la pause musicale, on va s'écouter Spidey Bells interprété par Chris Pine dans Spider-Verse. À tout de suite. De retour dans Hyperlink où ça dodeline de la tête à ma droite avec Grégoire et Jonathan. Très bien. Vous dodelinez pas assez à gauche, hein. Moi je vais Vas-y, commencer à Todeline, faire- vas-y, donne tout. Non, ça c'est une danse Fortnite, on n'a pas le droit. Du coup, Je joue pas à Fortnite donc je sais pas ce que c'est. pourtant tu en parles toutes les semaines, attention. Ouais, c'est vrai. Dans for e-sport, espèce Oui, d'imposteur. c'est pas ce qu'il dit. Bon, les amis, c'est parti pour notre grand tour d'horizon. C'est parti pour le tour d'horizon sur les séries et les animés, car pour nous, l'animation, ce n'est pas un genre, c'est une technique. Donc, ce sont pour les séries. À tout de suite. À tout de suite. À très vite, mon ami. Et hop. Alors, Je l'attends. donc, on peut peut-être commencer par ce qui est introduit par le jingle, Bobby Pills. 2018, l'année Bobby Pills quand même. Grande Ah année, grande année, révolution dans le petit écosystème de l'animation en France et même en général des séries comme ça ultra vénères. Bon voilà, grande surprise Vermine, normalement il devrait y avoir au moins une saison 2 on pense. On sait pas trop ce qui se passe avec mais en gros A priori, des bruits de couloir. voilà des bruits de couleurs. Mais bon à la base il y a une saison 2 et 3 normalement. Ouais. Grosse surprise, une belle narration, une animation ultra limitée mais qui marche parfaitement. Je pense qu'avec Tito on est d'accord pour dire que c'est une très bonne série. C'est excellent, ouais. Voilà donc bon bah Bobby Pills c'est un grand oui avec Super Fuck Friends évidemment. Pipoudou, ouais. Ouais, Pipoudou. Pipoudou et Super Fuck Friends. Et une série qui n'est pas encore sortie. Tradition, qu'on a qui est- la chance de voir. Je peux pas vous dire que c'est encore mieux que les autres, mais C'est quand même très bien. c'est quand même très bien.
Donc effectivement, peut-être un bon séisme. Est-ce que dans l'équipe, vous avez découvert Bobby Pease cette année? Parce qu'on a on refait l'émission, on va pas la refaire, mais on a fait l'émission quand même. Moi, oui, avec Pipoudou. On m'a dit, il y a Brigitte Lecordier qui fait des fucks et qui parle de priapisme et qui parle de Viagra et de ça. Je fais moi je prends. Et de prostate. Je dis si je peux faire des nouveaux montages de Oui qui dit des cochonneries à Potiron, ça me va. Alors, mais c'est quoi la prostate, Potiron? Alors, je vais t'expliquer. Viens par là. C'est super, c'est vraiment super. Donc, ok, très bien. Du coup, on est plutôt enthousiaste autour du plateau. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit, des surprises un peu étonnantes. Je sais que Hildebrando, notre bien-aimé Hildebrando, disait vous êtes des grands malades. Pourquoi vous regardez ça? Mais parce qu'on l'a regardé chez lui sans le prévenir. On fait regarde, on va mettre un truc sur ton ordinateur. Mais qu'est-ce que vous faites? On l'embrasse Hildebrando, évidemment. Pas mal d'autres choses comme cette année. La fin des Defenders, la fin des séries Marvel Netflix. Enfin. Le crépuscule. On a le plus beau shrug de l'univers depuis la régie de PJ. Si tu peux nous le refaire. Voilà. Effectivement, voilà. Fin du deal Marvel Netflix. Jessica Jones saison 2. Non, mais Daredevil saison 3. Ils annoncent déjà des mini-séries sur justement les personnages du MCU, alors qui vont être probablement dans le prochain streaming de Disney. Disney, même. C'est reculé pour mieux sauter pour Disney. Par contre, pour Netflix, c'est vrai que c'est pas la même chose. Alors apparemment, il y a des questions de droit qui font qu'ils n'auraient pas le droit d'utiliser les personnages avant 2020. D'accord. Voilà, ce qui est quand même assez court en termes de cycle de production pour des séries qui demandent autant de budget. Donc ça permet de produire, effectivement, en tout cas de préparer la production mieux pour ces années-là. Oui, mieux. Donc quel bilan est-ce qu'on tire de ce grand cycle Marvel Netflix qui nous a occupé pendant 3 ans? Catastrophe. Non, pas catastrophe. Non, mais je sais pas. Je pense qu'ils ont claqué beaucoup d'oseilles pour pas grand-chose. Ils avaient été frappés fort avec Daredevil la première saison qui avait surpris tout le monde parce que plus qu'une série Marvel, c'est quand même une bonne série. En tout cas, la saison 1 elle est quand même pas trop Nasbrock. Pas dégueu, ouais. Il y a un côté, il garde son costume noir pendant longtemps. Il y a vraiment ce côté un peu cracra qui marchait très très bien, un peu à la Miller et tout. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Je crois que la première saison, je l'ai pas vue, de Jessica Jones avait aussi pas mal marché avec Tennant. Elle était intéressante. Il paraît que celle-là marchait bien. Mais ils ont épuisé les gens. Ils sont arrêtés là, quoi. Ouais. Le premier flop, ça a été Iron Fist. Largement. Non, c'est Luke Cage déjà. Luke Cage, Iron Fist, ils sont viandés. Luke Cage, les gens ont pas compris, quoi. En fait, c'était quoi ce mec? C'était quoi ses pouvoirs? Qu'est-ce qu'il faisait? Bah non, mais c'est surtout qu'ils ont build-up jusqu'aux Defenders. Et ensuite, avec les Defenders, ça a pas marché autant qu'ils voulaient. Notamment parce que ça manque de lien avec le MCU, que c'est quand même un petit truc qu'ils ont fait qui était moins bien construit qu'au cinéma. Puis du coup, à part le Punisher qui a l'air d'avoir un petit peu remarché, sinon Punisher c'est bien. Par contre, c'est bon. À part Punisher, finalement, tout le momentum a été perdu. Donc, et surtout que le début, ils essayaient de faire des liens avec le MCU parce qu'ils parlent de l'attaque de New York, ils parlent de trucs comme ça, et finalement ils essaient de tout squeezer, quoi. C'était Faskill qui était venu nous l'expliquer en plateau, c'est qu'en fait c'est un grand mensonge, c'est un malentendu qui a fait la com en fait de Marvel TV, c'est que Marvel TV à force de ouf avec le MCU alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes structures de production, ils n'ont pas du tout les mêmes droits, même Marvel TV a des personnages que n'a pas le MCU, etc. Du coup, par définition, les liens ne peuvent pas être faits. En fait. Et Kevin Feige s'en fout totalement de Marvel TV. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils ont été obligés de clarifier en disant ah oui, mais non, en fait, machin. Il y a qu'Agents of Shield qui a vraiment des liens un peu plus profonds, et encore, c'est très 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 sous le. Mais alors, moi, j'ai même pas voulu regarder, ça m'énerve. C'est-à-dire que le personnage il est mort dans le film, il revient dans la série, il va même pas dire bonjour à Captain America, il l'a pleuré, bordel de cul. Mais qu'est-ce que c'est que ça n'a absolument aucun sens. Mais du coup, voilà, on voit que Netflix a tenté pas mal de choses cette année avec notamment Maniac, des séries peut-être un peu plus artsy, un peu plus contenues aussi, qui essayent pas de te vendre un truc super long sur le long terme, etc. Est-ce que c'est de là que va venir le salut de Netflix? Je sais pas, un truc plus autorisant, plus artsy. On a eu Quaron pour les films, on a eu les frères Cohen. Altered Carbon aussi. Altered Carbon. Netflix, ils ont une technique de production qui est simple, c'est ils prennent tout. Ils prennent tout et rien qui va marcher. Il y a un truc qui va marcher. C'est ça. Déjà, voilà, ça c'est le premier concept. Donc, ça fait que tout de suite, il y a des choses qui peuvent se faire arrêter. On pense à Sense8 qui est le plus gros en termes de com. La série avait énormément de retours sur les internets, mais très peu d'audience. Donc, ils ont décidé de l'arrêter. Et au final, ça a fait un buzz. Donc, comme ça, ils ont lancé un mini spin-off, donc les mecs sont quand même assez malins à ce niveau-là, enfin un mini finale. Et sinon, ils prennent de tout. C'est-à-dire que Dark Crystal, la série préquelle sortie des tiroirs de Jim Henson, ou dont on sait pas d'où elle sort. Voilà, enfin, ils prennent de tout à tous les niveaux, et je pense que il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, mais je suis pas sûr que c'est la bonne solution en revanche. Après, c'est pas mal parce que du coup, il y a beaucoup de choses, et quand t'aimes juste le cinéma en général, tu t'es aussi servi parce que faut rappeler que tu payes quand même.
c'est quand même cool qu'ils te mettent un petit peu de trucs sous la main. Mais et quand t'as jusqu'à beaucoup quand de merde, c'est cool que t'es. Ah bah jusqu'à quand Jusqu'à quand? Parce que là, ils le font pour contrer en gros les cinémas. Ils le font pour contrer tout le monde. C'est-à-dire que les gens disent on peut pas faire ça, ils font ah bah si, nous on le fait, regardez. Alors que non, mais Quaron il veut faire Roma depuis plusieurs années. Oui. Les studios lui disent non, il dit viens chez nous. Les Cohen ils veulent faire tel autre truc. Non, bah viens chez nous. Il faut rappeler que Roma effectivement est arrivé sur Netflix au moment de la post-production du film. Voilà, que le film avait déjà été pensé pour le cinéma, il n'est pas pensé pour Netflix. C'est pas une production Netflix, enfin ça l'est par défaut. Oui, et je pense c'est important de le notifier parce que ce sont des films, quand on pense le cadre, quand on pense l'impact sur le spectateur, ça n'a rien à voir dans une salle de cinéma que chez soi. Et c'est vrai que les films Netflix, ce sont des films qui sont, enfin, films ou séries évidemment, pour moi ce ne sont pas des films qui sont pensés pour être vus au cinéma. Alors Roma à mon avis ça va être différent, effectivement c'est un cadre différent, mais voilà je pense que c'est important de le souligner. Netflix se glisse dans un interstice qui est celui du canapé et de la chaise d'ordinateur ou dans le lit, voilà. Mais pour l'instant Netflix va partir peut-être à l'assaut des salles, mais faudrait peut-être qu'il change esthétiquement, peut-être des choses à prendre en compte. Alors la meilleure réponse à ce que tu viens de dire, c'était de Giros qui disait en parlant de Roma, il vaut mieux du cinéma sur canapé que des téléfilms en salle. Oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est comme ça, oui. C'est de trouver un équilibre entre les deux aussi. sûr. Mais après, c'est évident que la taille de l'écran diminue le nombre d'informations que tu peux faire passer. Et donc, pour un Laurence d'Arabie sur Netflix, c'est pas possible, quoi. Oui, enfin, je veux dire même, faut pas oublier que la taille de l'image a une importance sur l'effet spectatoriel. Enfin, quand tu vois un truc énorme, la salle, il y a tout. Mais oui, mais un visage, un gros plan, le son, un gros plan au cinéma n'a rien à voir avec un gros plan sur une télévision. Un exemple simple, c'est le 2001 qui est ressorti cette année en 70 mm. Il y a plein de spectateurs qui ont toujours, enfin de jeunes spectateurs qui ont dit oh moi ça me faisait chier quand je l'ai vu parce qu'ils l'ont vu sur un écran de télé ou sur un ordinateur, ils l'ont vu en salle et ils ont compris beaucoup qu'en fait les plans avaient été pensés pour que ton œil balaye l'écran. Exactement. Et que le temps que tu aies balayé l'écran tu switches, donc les plans sont longs non pas parce que c'est chiant mais parce que c'est pensé pour que tu aies le temps de regarder l'info. Non c'est chiant. On a parlé de cinéma les amis, restons sur les séries. Du coup le salut de Netflix quand même. Séries d'animation. Les séries d'animation, il y en a eu beaucoup cette année. Ils ont tenté de se renouveler là-dessus. On va peut-être commencer par la plus grosse production qui est chez eux, c'est Désenchanté de Matt Groening. Ah je pensais pas. Moi aussi. Non mais je pensais pas à ça. Commercialement, c'est celle qu'ils ont le plus mis en avant cette année en série d'animation. Ouais, Trollhunters, c'est l'année dernière. Pardon? Trollhunters, c'est l'année dernière. L'année dernière, ouais. Voilà, il y a Three Below qui vient de sortir. La seconde série de Del Toro sur les 3 aliens, qui est la seconde série spin-off. Et juste Devilman, c'était en janvier, mais je voulais pas griller ces cartouches tout de suite parce que je voulais qu'on parle d'animé en dernier. D'accord, excuse-moi, pardon. Mais du coup, voilà, Désenchanté a pas mal divisé. On a eu Castlevania aussi. Ah oui. LOL. Pas LOL. Si LOL. Non mais c'est mieux que rien. Franchement. Mec, ils ont oublié de mettre une phrase dans la VF. Il y a un moment, le mec il parle, il n'y a pas de son. Ils ont oublié de mettre une phrase. Il n'y a pas un gars qui a regardé le truc derrière. C'est bizarre du service qualité de Netflix. Bah non, voilà. Mais oui, mais ça prouve qu'ils en ont rien à foutre. Oh. Bah non, mais littéralement. Alors, désolé, mais. On a Phenom qui nous dit un truc sur Netflix dont je me fais le relais, c'est Dark Crystal. Il est hypé de ouf. Dommage que ce soit fait par Louis Leterrier. C'est vrai qu'une série avec des animatronics sur Netflix, ça peut être intéressant. Et t'as même plein de séries de fantasy qui vont arriver bientôt. Alors pas que sur Netflix, mais t'as un gros. Et il reparle du Seigneur des Anneaux. Il parle du Nom du Vent. Il y a énormément de choses qui il y a énormément de choses qui vont arriver prochainement. Donc là c'est on va un peu vite, mais ça c'est la tendance. Enfin vivement Game of Thrones revienne quoi. Vivement la série live One Piece. Normalement c'est annoncé pour 2020 par les Américains. Ouais. Footix. Bah ouais. On est tous en train de parler de série. Sinon Game of Thrones, allez, c'est bon. C'est la première année sans Game of Thrones depuis 6 ou 7 ans. Et bah ça fait du bien. C'est la première année où on je suis pas respire d'accord enfin. parce qu'il y a personne pour prendre le relais. Genre il y a aucune série. Mais si tu peux trouver une autre série random. On se battra plus tard, c'est pas grave. Rapproche les gars. Donc pour toi, il y a personne qui peut reprendre le flambeau de Ghost in the Shell de Game of Thrones. Bonjour Amaury Cotin. Il n'y a pas de série qui a la même trempe quoi. Donc par exemple un Vikings, un Black Sails. Vikings, je me suis reporté sur Vikings pour aller en espérant trouver un nouveau Game of Thrones. Ça tient la route 2 saisons. Derrière il y en a 5 en tout pour l'instant. Les 3 dernières elles sont pourries. Il y a quoi d'autre? Il y a eu The Last Kingdom aussi, qui a fait 2 saisons, qui a été abandonné, qui a été repris, terminé sur Netflix. Avec Marco Polo, la tentative Marco Polo qui était le Game of Thrones de Marco Polo Netflix, aussi. Non, honnêtement, il y a pas de, ça laisse un vide. The Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale, j'y arrive pas. c'est très différent ça. Bah oui, mais c'est quand même une série excellente. Ouais, Westworld, mais j'ai pas regardé ce truc-là, mais tout le monde dit que c'est ouf. Je l'ai vu aussi. En fait, Westworld, la particularité, c'est que c'est soit ouf, soit détesté parce que ça touche avec un truc qui est sacré dans l'imaginaire des gens, c'est la vie et la conception de la vie. Parce qu'en gros, on crée des cyborgs qui sont tellement ressemblants que tout le monde perd ses repères et que très vite, au bout de 2 épisodes, toi-même en tant que spectateur, t'as perdu tous tes repères. Moi, ma seule question, est-ce qu'il y a un Yul Brynner à un moment? Alors, il faut que tu regardes Ghost in the Shell, c'est tout. Donc du coup, c'est la vallée du cringe. Oh. À défaut d'être de la vallée dérangeante. Bon, je l'ai tenté, je la place. On va la passer. On va la passer, mais très bien. pour Westworld, c'est une très bonne saison. C'est une très bonne série, mais elle dérange beaucoup de personnes. Alors Pseudoless nous dit qu'il reste sur Peaky Blinders. Peaky Blinders. Voilà. Pseudoless nous parle de Peaky Blinders. Un petit mot dessus? Je l'ai commencé la semaine dernière. Oh là, ça tombe. C'est pas moi. Ça tombe. Bravo, ils ont fait tomber des bouquins, ils ont fait tomber de l'eau. Les bouquins et l'eau en même temps, ça pue, donc je vais vous demander de ramasser le dragon. Oh, c'est bon. Alors, Peaky Blinders, moi à chaque fois ça me fait penser à Punky Brewster, la vieille série avec la gamine rouge des années 80, donc je peux pas prendre cette série au sérieux, donc j'ai pas regardé malheureusement. Ah, moi j'ai toujours kiffé. Punky Brewster, les petits trous. Non. Fibre d'acier, voilà. Ah oui, bah. Non. Peaky Blinders, j'ai pas regardé la dernière saison, ça m'avait vraiment foutu un gros choc. J'ai trouvé pas la cinématographie, mais je veux dire le rythme, en tout cas, parfaitement bien maîtrisé d'épisode en épisode. Je me suis pas fait chier. Après, je suis très exigeant sur la notion même, la conception même d'un épisode, et je trouve que pour moi c'est assez réussi, en tout cas sur ce point de vue-là. Alors le chat bouillonne, il n'en peut plus, il veut qu'on parle de Devilman. Devilman. J'ai envie de dire, c'est la transition toute trouvée pour peut-être les awards de l'année, si vous le voulez bien. Attention. Alors. Roulement de tambour. Pendant la transition, il y a juste Mafouba dans le chat qui parle de Kamen Rider Build, c'est un truc de niche, mais je te le dis, tu as raison, c'était très très bien. En termes de tokusatsu, il y a encore pas mal de bons trucs qui se font. Alors, nous avons donc 2 awards à décerner, parce qu'on a fait un award pour les séries live et un award pour les séries d'animation. Alors, nous avons en numéro 10, du coup, la saison 2 de Jessica Jones. Numéro 9, Le Bureau des légendes, saison 4, dont on n'a pas parlé. Ah oui. Numéro 8, Altered Carbon. Numéro 7, The Affair. Numéro 6, The Americans, saison 6. Numéro 5, The Good Doctor. Numéro 4, The Walking Dead, saison 8. Numéro 3, The Haunting of Hill House. Numéro 2, Bodyguard. Numéro 1, Maniac. Voilà, pour la série de l'année, c'est donc Maniac. Inattendu. Je suis flabistoufflé. Et donc Daredevil n'est même pas dans le classement, donc personne n'a voté pour Daredevil, c'est quand même un petit peu triste. Et pour les animés, du coup, numéro 10, Agretsuko. Numéro 9, Archer, saison 9. Numéro 8, L'Attaque des Titans, saison 3. Numéro 7, JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind. Numéro 6, Megalobox. Numéro 5, Vermine. Numéro 4, Banana Fish. Numéro 3, BoJack Horseman, saison 3. Numéro 2, Lupin The Third, partie 5. Et numéro 1, je vous le donne en 1000, Devilman. Ah yes. Bon, alors Devilman, maintenant. Oh là là. Les auréoles. Quelle claque. Alors, il bat Lupin à plat de couture parce qu'il a 2 fois plus de points que lui. Ah bon. Voilà, il y a 11 points pour Devilman et 5 pour Lupin. Lupin était quand même très sympa aussi, mais je pense qu'on peut le dire globalement, même pour les gens qui n'aiment pas forcément l'animation japonaise, on a vu que ça a eu un énorme retentissement sur Netflix. Les gens ont été vraiment intéressés même à Devilman, et je trouve qu'il en ressort que du positif. Même si évidemment on sent que ça manque de budget et qu'il n'a pas pu tout faire à cause d'un manque d'argent, mais c'est tellement juste, le ton est très juste, l'esthétique est très, la technique est parfaitement utilisée. Pour moi, c'est vraiment un 100% de réussite, quoi. Et j'ai donné mon avis dessus, voilà. Mais effectivement, Devilman, grosse série. Elle a eu un impact assez important auprès surtout des youtubeurs. Et mine de rien, quand tu t'appelles Netflix, c'est très important d'avoir un impact. Quand t'as PewDiePie qui dit "Oh my God, this is the best anime I've ever seen". Dragon Ball. Mais du coup, est-ce que pour vous, Devilman peut faire rebattre un peu les cartes de la production en animation? Je pense à l'animation pour adultes à l'international. C'est un peu tard déjà pour changer les choses. Il est sorti en janvier 2018. Mais est-ce que ça peut pas donner des idées à Netflix? Bien sûr, c'est un premier jalon. Voilà. Mais il faut des gens qui posent des pierres. Voilà, c'est le.
Il y a ceux qui creusent. Et il y a ceux qui posent les pierres. Oui, concrètement, Devilman c'est très bien, mais comme tu dis, tu parles de Castlevania, ça n'a pas marché pour l'instant. À part Devilman, c'est la seule irrégularité dans le fait que les séries pour adultes ne marchent pas trop sur Netflix, pas trop. Et c'est pas ce qui empêche Netflix de filer de l'argent à Adi Shankar qui a fait Castlevania pour qu'il fasse Devil May Cry. Ouais, mais très bien. Mais après Castlevania c'est hors catégorie, c'est juste que c'est pas bien fait. Enfin, c'est même pas juste t'aimes ou t'aimes pas, c'est juste mal foutu. Ah bah merci, je suis pas le seul à le penser. Non mais tu peux même pas c'est même pas comparable. T'en as un qui est fini, l'autre qui l'est pas. Mais littéralement. Voilà. Ouais, bien sûr. Effectivement, personne l'a aimé. Après dans le cas de Devilman Crybaby, encore une fois, déjà on a quand même un gros réa derrière, Masaki Yuasa, bien sûr. Et surtout, je suis pas sûr là, mais il faudrait regarder si c'est Netflix qui l'a complètement produit ou si, comme souvent, ça a été développé par un studio et Netflix est un peu arrivé vers la fin à donner de l'argent pour produire et avoir les sous. Alors, honnêtement, je veux pas paraître un peu grossier par rapport aux japonais, mais ça m'étonnerait qu'une chaîne japonaise aurait mis autant d'argent pour produire ce genre de... C'est possible, honnêtement. Ah non, mais c'est trop violent, c'est vraiment trop violent, il y a trop de sexe. Il y a des séries comme ça, mais tu mets à 23h minuit, ils savent que ça va toucher une niche parce que Devilman c'est Gonagai, la série elle a 40 ans. Tu mets pas autant d'argent. C'est pas un gamin de 12 ans qui est base des fans. Est-ce qu'elle a été diffusée au Japon à la télévision? Il me semble que oui, mais justement dans les horaires de nuit, mais c'est comme Jojo. Jojo, on croit que c'est un truc pour les gamins, mais ça passe à 22h à la télé. Non mais Yuasa, c'est pas... Enfin, je veux dire... C'est pire que Jojo quand même. Après, je pense que ce qui aurait bloqué des sous pour Devilman, c'est surtout le propos, en fait. Beaucoup plus que le contenu. Je pense, parce que t'as des séries comme c'est pas ce qui a empêché Goblin Slayer d'être produit cette année. Goblin Slayer, c'est ah non, mais la violence de l'épisode 1 de Goblin Slayer, je suis désolé. Ça dépasse pas celle de Yuasa pour moi. Non, pas bon, non, moi. C'est compliqué quand même. Ça va loin. On va peut-être pas refaire le débat sur Goblin Slayer ici, à moins que le chat vote. À l'instant, vous avez 30 secondes pour voter. Le chat, est-ce qu'on parle de Goblin Slayer ou pas? Non, c'est de la merde. On va vraiment attendre 30 secondes là? Non, c'est bon. Non, on va pas attendre. Avez-vous d'autres surprises en Japanimation cette année? En Japanimation? C'est une année un peu calme, j'ai l'impression. Ouais. Bah non, il y a toujours plein de trucs. T'as My Hero Academia qui a bien marché aussi. Ouais, c'est vrai. Pour une 4ème saison, mine de rien, il y a eu quand même pas mal de choses sur les animes fleuves aussi. Bon, Pan, hein. Moi j'ai voté, c'est pas du tout dans le top, donc c'est bien, tout ce que je mets n'est pas dans les tops pour l'instant. Donc heureusement que tu m'as demandé de voter. Il y avait Violet Evergarden sur Netflix aussi, qui était la première production Kyoto Animation. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très beau surtout. Tu as déjà dit tout à l'heure qu'il y avait des goûts de chiottes, mais c'est vrai. Tu es là, c'était le seul à voter pour en fait. Mais du coup, tu as une tribune, vas-y, exprime-toi. Parce qu'effectivement, Violet Evergarden, pour moi, il y a des choses qui sont très intéressantes dedans. Tout n'est pas acheté. Hein. Non, j'ai pas dit ça, mais je trouve que dans ce qui se produit, il y avait quelque chose de vraiment différent, même dans ce que fait Kyoto Animation d'habitude seul. C'est-à-dire que là, Netflix aura fait la commande, il me semble, cette fois. Le budget, ça se voit qu'ils ont eu du pognon, c'est-à-dire que c'est un des plus beaux animés qu'ils ont jamais fait. C'est de la qualité de leur film, et sur 12 épisodes. Ça c'est concret, et même le scénario, ce qui est toujours intéressant avec Kyoto Animation, c'est qu'ils font des scénarios qui ne racontent rien globalement, hein. C'est toujours des clubs de thé avec 3 pisseuses et là mais j'adore Kyoto Animation, c'est juste à un moment faut être honnête, c'est à dire que Keon m'en dit c'est un groupe de rock, je passe 24 épisodes à les regarder bouffer des gâteaux. Bon, on m'a un peu menti sur le concept, c'est pas grave, j'ai kiffé les regarder bouffer des millefeuilles. Et Violet Evergarden, moi on me vend le premier épisode, truc de guerre, la nana bras arrachés, c'est un truc de fou. Au final c'est une postière qui essaie de comprendre ce que c'est que d'écrire et donc d'avoir des sentiments, mais ça marche, c'est toujours tout en récupérant l'usage de ses mains. Oui, aussi, bien sûr, c'est très important ça. Non mais j'ai fait un truc très grossier pour aller très vite parce qu'on n'a pas le temps, mais je suis toujours surpris par la qualité de raconter rien et donc de mettre quelque chose en avant. Si, il y a un truc de ouf qui est sorti en plus sur Netflix là, les Yakuza qui se transforment en qui se transforment en meuf pour aller faire des... C'est les Yakuza qui sont transformés en nana en Thaïlande parce qu'ils ont fait une connerie et donc leur patron a fait un groupe d'idoles pour les punir et en... J'ai pas vu ça. C'est incroyable, ils les transforment en idoles et elles font des groupes. J'ai oublié le nom du manga, c'est un manga. Alors attention, PJ va rentrer sur le plateau pour nous dire le nom. Super Drag. Non, c'est pas ça. Non, Super Dry, c'est les magasins au hall. Ça n'a rien à voir. Non, mais globalement, c'est l'adaptation d'un manga qui marche déjà un peu bien. Et j'ai oublié le nom. Ils vont l'avoir dans le chat. On regardera pendant la pause et voilà. Dans le chat. Et alors, on a un forcing intergalactique sur le chat dont je me fais le relais. La débauche de notre bien-aimé Benjamin Benoît qui nous dit Inamatsuri, Sleeping Hit de l'année. Inamatsuri, voilà, et qui l'animé Comfy. Et qui nous dit également Ladyboy vs Yakuza. Non, c'est pas ça. Et qui nous dit Ladyboy vs Yakuza, c'est un manga, c'est excellent.
excellent. Et alors Benjamin qui du coup s'autoproclame président immédiat du fan club de Clément et il s'appelle pas Clément, il s'appelle Cédric. C'est pas grave, Clément. Écoute, tu sais, Mimi Sicut, t'as sa café, chasse de jardin, c'est comme tu veux, tu peux m'appeler. Très bien. Bon bah c'est C'est sur Backstreet Girls, ça s'appelle. Tout le à truc. fait, Backstreet Girls. c'est sur cette blague tirée de l'univers de Thierry Lhermitte qu'on va se laisser. On va s'écouter la pause musicale suivante, c'est Freaking You de Joe Desi, ending de Jojo. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, au top. Au top. Au top. Au top. Tu veux prendre mon micro, ça qu'est-ce qui se passe? Bon, un petit roulement s'est produit en plateau avec notre amie, je meuble beaucoup trop longtemps, Elisa, comment ça va? Ça va, merci. Alors Elisa, présente-toi un petit peu à nos auditeurs parce qu'ils ne te connaissent pas forcément. Bah là, Même le si on- tweet là. Faut parler dans le micro. Hein. C'est parti, c'est bon. Alors Elisa, tu gagnes à être connue car tu es notre bien-aimé CM, tout à fait. N'hésite pas à parler bien dans le micro et bien fort car c'est un exercice, la radio. Auquel je ne suis pas habituée, merci. Auquel tu n'es pas habitué. Non, mais voilà, on est ravis de t'accueillir et on va parler tout de suite de nos goûts en bande dessinée pour 2018 et tu vas rester avec nous pour le jeu vidéo. Alors, c'est le jingle de l'année dernière, je m'excuse, mais en bande dessinée, ça fait pas de bruit sauf flap, 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 flap quand on les ouvre. Et, Ça aurait été dérangeant. ça aurait été- Bah, t'aurais dû mettre Monsieur Flap, tu vois. De la SMR, effectivement. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas une bande dessinée, monsieur. Mais non, mais ça fait. C'est pas grave. Putain, on n'a pas parlé, Monsieur Flap, c'était ouf. C'était 2018 ça? Non, 2017. Non, c'est 2017. Bah, c'est quand même ouf. C'est on va génial. en parler. Regardez-le. Alors, 2018, est-ce que, en termes de BD, c'était un petit peu l'année du manga français, j'ai envie de dire? Oh, le Manfra. Le franga. Oui, Non. si on veut, hein. Si on veut, c'est vrai que si on regarde Souria, ce qu'a fait Souria avec Tali, la fille de la lune, c'est excellent. Bah, on a eu, non mais je veux dire, c'est que cette Japan Expo cette année a été l'occasion de bien mettre en sûr, avant bien beaucoup sûr, de productions. en nombre, oui. En nombre, je veux dire. On parle pas forcément en termes de qualité, mais en nombre. Et Tali fait partie de ces œuvres de qualité et dont on peut dire que c'est un manga français, une BD un peu japonisante. Non, mais alors concrètement, il y a un truc qui a marqué vraiment, c'est que ça faisait longtemps que c'est pas arrivé quelque chose de similaire. C'est même la première fois, c'est qu'il y a un franga, si vous voulez utiliser ce mot un peu bâtard, qui a été adapté en animé au Japon, qui est Oui, Radiant. Tout à fait. Radiant. Donc c'est vrai que c'est une première, bah, c'est Radiant. Santé. Et qui marchait, Santé. à balle à Japan Expo, justement. À Japan Expo, il y avait dans l'auteur et ça, il y a eu une. Mais en revanche, qu'on sait moins, c'est que je sais que le manga sort au Japon. Oui. Il me semble qu'il bide, hein. Il me semble qu'il marche pas vraiment, comme quasiment tous les mangas français qui ont essayé d'être lancés au Japon. Mais c'est pas grave. Ankama nous dit que ça cartonne, donc croyons Ankama. Et j'ai pas les retours animés. Hein. Je sais que l'opening a bien marché parce qu'il est dans beaucoup de top et beaucoup de trucs de japonais youtubeurs. Mais voilà, c'est sympa. Mais je pense que c'est important de le dire parce que on avait déjà effectivement des artistes qui s'exportaient au Japon. Star Racer. Voilà, exactement. Mais là, c'est vrai qu'on est dans un cas extrêmement spécial où en fait l'œuvre ressemble tellement à une œuvre japonaise que c'est ça qui lui a fait accéder à son adaptation et pas. Enfin, c'est grâce à ça, quoi. C'est pas un reproche que je fais du tout à l'œuvre parce que j'adore beaucoup Radiant, mais t'as raison, voilà. t'as raison. Je pense que moi j'ai pas de problème avec les BD, les mangas français, mais je suis pas fan souvent du graphisme que je trouve un peu trop européen et c'est pas ma came quand je veux lire du manga. Radiant étant la seule exception, justement, c'est un des rares où je me suis trompé. Enfin, on m'aurait pas dit que c'était un français, j'y croyais pas en fait. Et Last Man, t'aimes bien? Oui, mais ça se voit que c'est français, c'est une BD pour moi. Ouais, c'était une question très large. On a fini par dire que c'était pas manga, mais. Bah non, mais en même temps c'est Bastien Vives et je suis pas fan de Bastien Vives, mais ça on en parlera avec seulement Cédéto la Bastien prochaine Vives. fois. C'est pas seulement lui. Il est là donc c'est suffisant pour moi. Phénom, maître en la matière, nous dit c'est un peu l'année où Last Man a été un peu anecdotique malgré le spin-off, le tome 11 et la sortie sur Netflix. Oui, bah, j'ai pas regardé les chiffres des ventes du dernier tome et non plus des spin-offs. Après, et pourtant, on l'a eu sur tous les arrêts de bus. Hein. Oui. Enfin, il y a différents paramètres à prendre en compte qui font ça. Enfin, les gens étaient. Last Man, ça a été une bulle dans une époque, et peut-être que effectivement, on s'attendait à trop de choses ensuite.
Malheureusement, ça fait partie de ces. On peut pas tout réussir toujours. À mon avis, ça s'est quand même bien vendu le tome 11. À mon avis, c'est sorti sa niche, très clairement. Ah oui, non, mais de toute façon, déjà, Last Man se vend bien de base. C'est une BD française avec des influences japonaises qui s'est très bien vendue et qui continue de se vendre bien. Après, je sais pas si. Je sais que lors de la sortie de la série animée, il y a eu un bond des ventes de BD, donc ça c'est très bien. Mais est-ce que ça a permis de continuer sur cette lancée ? Je ne sais pas. Voilà. Gros coup de cœur cette année, à moins que vous ayez un mot à ajouter sur Last Man, un gros coup de cœur de chez nous cette année, c'est quand même Les Montagnes Hallucinées. Parce qu'on a quand même eu l'occasion d'aborder Lovecraft sous l'angle du manga, et c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Donc toi, ça t'a plu? Ouais, bah, je l'ai mis dans mon petit top. J'espère que ça a remonté le niveau un peu. Tu croises les doigts. Mais non, c'était grosse surprise, ne serait-ce que graphiquement en fait. Quand tu ouvres ça et que c'est un manga et que en fait ça a totalement les allures d'un dessin occidental. Et après, déjà, ne serait-ce que mettre en image un livre, c'est jamais vraiment facile. Et ils ont vraiment su faire la chose. Et c'est très, très, très intéressant graphiquement. Les doubles pages sont très belles. C'est illisible par contre en PDF du coup sur internet, puisque les doubles pages vont être croppées et c'est illisible. Non. Mais ça nous regarde nous. Ça, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut acheter le bouquin. Et en plus, il est magnifique. La reliure, elle est en cuir. Il est trop beau. C'est gravé dans le cuir. C'est superbe. C'est vraiment de la. C'est un très bel objet. On rappelle que c'est le début d'une collection. Ouais, oui, par Gutanabe. Et les Japonais sont très contents de cette édition française. C'est-à-dire que le manga est sorti sous un format manga classique. Quand ils ont vu ce que Kiyun avait fait avec le simili-cuir et tout, ils étaient très impressionnés. Donc, oui, parce que c'est pas du vrai cuir. Oui, bien sûr. C'est quand même. Il coûte 50 € le top. Non, c'est une blague. Il coûte 12 €. Sinon, moi, je pense qu'on en a pas du tout parlé, mais c'était Atsushi Kaneko qui terminait son Desco. Son Desco. C'était excellent, une bonne fin. J'ai adoré de A à Z. Si les gens ne l'ont pas lu, lisez-le. Voilà. Bonne année pour le Lézard Noir. Au niveau éditorialement parlant, bonne année. Ils ont été assez présents à Angoulême. Niveau vente, je suis pas sûr, mais en même temps c'est dans leur... Alors ça, à mon avis, je pense que le choix éditorial est toujours très bien fait. Ça c'est indéniable. Non, mais et même par rapport aux chiffres de vente, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas atteindre tous les lecteurs de manga. Donc, ils ont sorti Stop Ibarikun, qui est un excellent exactement, manga. Ouais. On va aller assez vite, on va un petit peu accélérer, j'en suis désolé. On a quand même eu une grosse nouveauté cette année, c'est The Promised Neverland, dont on a eu des pubs avant Infinity War, quand même. Donc est-ce que c'est le blockbuster manga de cette année? Alors, selon Marcy, une de mes collègues de MangaCast, non, c'est surévalué et surcoté parce que c'est un twist à chaque épisode, à chaque chapitre, et que le twist, et qu'elle voit tout venir à 3 chapitres avant. Je lui ai expliqué que c'est pas parce qu'elle voyait les twists que l'histoire n'était pas bonne, mais c'est un débat en cours que j'ai avec elle, c'est une partie d'échec. C'est vrai que c'est un 8. Ça déçoit quand même quand on arrive à prévoir. Dans le micro. C'est décevant quand même quand on arrive à prévoir l'histoire en avance. Alors, mais toujours dans le micro, Elisa. Je suis d'accord avec toi que si tu vois venir tous les twists, c'est que t'es l'auteur ou que t'es prescient, bravo à toi. Mais c'est pas pour moi ce qui fait le sel d'une histoire, parce que tu regardes des trucs, je sais pas. Il y a des mecs qui font toujours les mêmes trucs avec les mêmes archétypes et tu vois venir qui est le méchant, mais si c'est bien écrit, que ça raconte quelque chose, c'est pas très grave de savoir que c'est cliché, que le méchant il va rigoler comme un con, ou qu'il a une moustache. Tu perds l'effet de surprise. Oui, en plus. Mais c'est pas un effet de surprise qui crée un bon film, parce que sinon, ce que je disais, Avenger Infinity War, c'est le meilleur film de tous les temps. Alors tu vas te calmer tout de suite parce qu'Incassable est le meilleur film du monde. Mais Incassable, justement, j'adore, mais tu enlèves le twist d'Incassable, le film reste excellent. Oui. Donc il marche pas pour son effet de surprise. Le truc, Jonathan voulait parler, s'il vous plaît. Là, c'est juste que c'est un huis clos et que du coup, c'est vrai que tu peux pas. Enfin, il y a des fois des twists un peu forcés. Je crois que je vois où ta caméra. Après, moi, pour le coup, j'ai regardé les 2 premiers, 3, et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé. Et alors, je m'excuse sur le chat, on me dit que Desco, c'était pas le Lézard Noir, c'était Casterman. Casterman. Voilà. Autant pour moi. Si c'est mais possible. ça m'avait étonné. Rapidement, à moins. Il y a l'Atelier des sorcières aussi qui est sorti cette année. Grosse sortie, mais laisse finir Jonathan. Non, mais là sur ce, je suis en train de me dire, peut-être mieux finir de parler de manga avant d'autres choses. Oui, d'accord, ok. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les comics aussi. Il y a les BD, et il y a les BD franco-belges qui sont très bien. L'Homme grébouillé, les amis, c'était excellent. J'avais chroniqué, je crois, la saison dernière. C'est vraiment excellent. C'est un polar en mode comment on expliquait, film noir dans une France contemporaine avec
avec comment on appelle ça, du fantastique, c'est excellent. Voilà, L'Homme gribouillé, foncez, ça coûte. Il nous reste moins de 5 minutes, donc on va peut-être passer aux comics avant de passer au top, si vous le voulez bien. Donc moi je vois que vous avez, Jonathan et Grégoire, tous les deux étaient assez prolixes sur le comics cette année. Il y en a un qui me plaît beaucoup, parce que moi je parle tout le temps des Justice League, enfin des Rebirths d'ici, donc je vais en sortir pour une fois. Et il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais. Il y a Exo Manowar, qui est chez Valiant, je crois, si j'ai pas de bêtises, qui est un très bon comics, qui m'a beaucoup plu. Et après, si vous voulez, les DC Comics, on peut diviser. Aquaman, incroyable. D'ailleurs, j'étais très très déçu que ce film ne soit pas à la hauteur des comics sortis cette année. Mais bref. Et il y en a qui sont tout pourris, genre Justice League, c'est à chier. Il y a des scénarios qui ont ni queue ni tête, donc voilà. Mais ils ont lancé, je crois qu'ils commencent à se perdre, ils ont lancé 8 ou 10 sagas Rebirth. Ils multiplient les arcs. Il faut dire, le marché du comics est en pleine rediversification. C'est vrai. Mais et puis alors, il faut bon courage maintenant pour trouver des comics Marvel, puisque maintenant qu'ils sont plus dans la partie kiosque, mais dans la partie littérature entre guillemets. Maintenant, si tu veux trouver des comics de Spider-Man, des X-Men, ce genre de choses, tu vas pas le trouver au même endroit que DC, que tout le reste, que tous les journaux, le papier, ce genre de choses. Donc c'est plus dur à trouver. Donc, c'est vrai que là aussi, dans un marché qui est pas forcément un marché des super-héros qui, dans les adaptations est très bon, mais dans le matériau de base est pas au mieux, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Moi je parlerai juste de la fin du run de Dan Slott avec Spider-Man aussi qui m'a bien plu. Voilà. Alors sur le chat, effectivement, on nous dit la sortie française de MGS2 en comics aussi. Et on a Metal Gear Solid 2 en comics. On est passé à côté de ça, c'est dommage. Tu nous apprends un truc, on va lire ça très vite. Il y a plein de trucs pas édités encore par Panini aussi, non plus. Donc voilà, peut-être des rendez-vous en 2019. On retrouvera ça assez vite. Les amis, c'est l'heure du top. Je vais donc regarder les sondages. Nous avons donc top 10. On est parti. En numéro 10, nous avons Jojo Lion. En numéro 9, nous avons Last Man. En numéro 8, nous avons We Never Learn. En numéro 7, The Promised Neverland. En numéro 6, Tokyo Ghoul En numéro 5, le Run Rebirth de Aquaman. D'accord. Je vois qui a voté pour ça. En numéro 4, la brigade des cauchemars. En numéro 3, c'est très, très, très serré à chaque fois. En numéro 3, les montagnes hallucinées. En numéro 2, Kingdom, dont on n'a pas eu le temps de parler. Et en numéro 1, une fois encore un peu, il nous a fait une Shape of Water, c'est-à-dire par l'élastique du short, à un point près, l'atelier des sorciers, qui est la sortie BD de l'année pour nous, des sorciers, dont on n'avait pas forcément parlé. Voilà, donc on va faire le match très vite. Kingdom, l'atelier des sorciers. L'atelier des sorciers, ça avait été une plutôt bonne surprise. C'est toi qui l'avais chroniqué, Sébastien, l'année dernière. Ouais, c'était effectivement très bon. Gros fétiche sur les mains. Oui, voilà. Après, clairement, moi, c'est une série qui je pense peut aller très loin. On verra. Il y a des très bonnes idées. Voilà, il y a de très bonnes idées. À voir comment ça va être exploité. Disons, oui, c'est de la démonologie, tout ça. Enfin, lisez ça en termes de visuel, c'est assez incroyable. Pour le coup, le trait est assez mignon, assez accessible, et en même temps, au niveau de l'anatomie même. Enfin, pour ça, les mains, c'est des mains de. La façon dont ils exploitent le fait des sorciers, c'est un peu nouveau aussi, et c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose de très vu et revu. Et là, ça met un petit vent de fraîcheur assez intéressant. Disons que ça va changer des choses comme d'Harry Potter, quoi. En termes d'approche du sorcier, je veux dire. Oui, on n'est pas dans le tu es un boursier, Harry. Exactement, voilà. C'est ça. Et donc on a aussi parlé pas mal de Kingdom hors antenne. On va peut-être en parler à l'antenne parce que c'est peut-être le challenger de l'année, car c'est la naissance d'un nouvel éditeur, Meian, qui rejoint la mêlée. Ouais, alors il me semble qu'ils existaient un tout petit peu avant. Ça c'est un peu obscur, mais globalement oui, c'est leur premier gros titre. Kingdom, c'est juste ouf. C'est une série qui existe depuis 2006, qui raconte globalement l'histoire des royaumes conquérants, ou comment les différents royaumes chinois sont tous unis sous la bannière d'un seul roi pour devenir donc la Chine, puisque c'est le royaume de Qin, donc de Chine qui a gagné le jackpot. Et c'est un truc un peu particulier, c'est-à-dire que Meian, ils étaient partis au début sur de l'abonnement. Il fallait s'abonner pour avoir les bouquins, puis finalement ils ont fait un rétropédalage, ils ont fait un truc pour que les libraires l'aient, et ils le sortent à une vitesse hallucinante, parce que comme j'ai dit, c'est depuis 2006, il y a donc 52 tomes au Japon, 53 là qui arrivent. Et ça cartonne d'ailleurs. Et donc il y a 2 tomes par mois, et maintenant je crois qu'ils vont faire 4 tomes tous les 2 mois. Donc d'accord. Pour Noël en tout cas, décembre on en est à 10 tomes, là, effectivement. Voilà, 10 tomes, et les 4 suivants, donc jusqu'au 14 en février. Et en sachant qu'ils font un gros coffret à chaque fois avec une énorme tranche pour les abonnements. Pour les abonnés, ils font ça et aussi. C'est super frais, c'est étonnant de dire ça parce que ça a déjà 12 ans, mais c'est juste ouf, c'est-à-dire que c'est un souffle épique comme j'en avais pas connu. Enfin, moi ça me fait penser à des trucs même en jeu vidéo comme
Fumito Ueda, c'est. Ico, The Guardian, etc. Et c'est le Shadow of the Colossus. Pour moi, on est sur ce souffle épique là. C'est vraiment un mec avec sa petite épée, il va devoir renverser les royaumes. Enfin, disons que c'est un petit peu le côté Golden Age de Berserk. Mais un petit peu. C'est souvent comparé à Berserk, c'est pour ça que j'aime pas les yeux des persos. Ouais, alors il a un style particulier, ça c'est vrai, mais je trouve que ça correspond bien à l'histoire qu'il veut donner. C'est-à-dire qu'il aurait voulu faire un romance manga dans un café, ça n'aurait pas été sûr que ça fonctionne autant. Je vois sur le chat que ça commence à parler d'autres éditeurs, donc dont on taira le nom à l'antenne. Mais effectivement, il y a eu des bails cette année, on reviendra dessus. Hors antenne, si vous le voulez bien, il est 18h03, nous sommes un tout petit peu en retard sur le conducteur, donc on va s'écouter une pause musicale. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est Tatsuro Yamashita, Christmas Eve. Et oui, à tout de suite. De retour dans Hyperlink avec tout le monde qui dodeline cette fois, c'est bien. Vous commencez à prendre l'habitude. Pause musicale très appréciée sur le chat, je vois. Bon, évidemment, un phénomène Tatsuro Yamashita Core. Tu avais une anecdote sur Tatsuro Yamashita hors antenne. Oui, c'est à la lumière d'une triste actualité sur YouTube. Oui, donc Plastic Love qui s'est fait retirer. En fait, déjà on sait que c'est le mari de Maria Takeuchi, mais qui en plus écrit en fait Plastic Love pour Maria Takeuchi. Voilà. Donc c'est en fait Plastic Love est une chanson écrite par Tatsuro Yamashita. Le plus gros hymne peut-être bien sûr de la city pop. Ah oui, bien faut sûr, le dire. Évidemment. Les amis, c'est parti pour on a parlé BD, on va parler JV. C'est parti pour le bilan jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il fait, Seb? Il joue la surprise. Bilan jeu vidéo de l'année 2018. T'es comédien pour la vie, J'en ai sous le masque, hein? Et oui, il en a sous le masque, évidemment. Tu l'as en face de toi. Tu peux peut-être me montrer à l'image. C'est Spider-Man sur PS4. La voix de Donald Renew. Parce qu'on c'est l'éléphant dans la pièce. Sony, les deux énormes blockbusters qui ont pratiquement tout raflé aux Game Awards, God of War et Spider-Man. On va commencer par là. Alors, petit bilan, peut-être une bonne année pour Sony? Une bonne année par défaut, parce que mine de rien, ils avaient quand même pas mal de jeux. Ils ont la PlayStation aussi. Voilà. Bon, et puis surtout, effectivement, ils ont eu God of War, Spider-Man et quelques petits jeux autour, mais avec Microsoft qui propose pas grand-chose et Nintendo qui a été un petit peu sur le retrait, à part sur Smash Bros. C'est vrai que finalement, ils sont un petit peu vainqueurs par défaut avec God of War. Et puis après, la PS4 continue son rythme de croisière. Maintenant, on gère jusqu'aux prochaines générations. Donc pour toi, c'est plus une victoire par défaut parce que Spider-Man et God of War se sont posés sur des vides. Oui, et puis ils sont très bons, attention, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que. Non, mais je dis ça parce que 2018 était quand même une année assez encombrée au niveau des sorties, donc on a Rockstar, on a Ubisoft. Mais ça arrivait plus tard, ceux-là. Oui, certes, mais. Non, mais avant, il y avait même la Switch. Il y avait déjà on surfait toujours en début janvier sur les ventes de Breath of the Wild et de Mario Odyssey. Donc au final, Nintendo n'était pas là que ça. Et puis le printemps a quand même été assez japonais. On a eu Monster Hunter World, on a eu Dragon Ball Fighters, on a eu Ni no Kuni 2. Les Japonais n'ont pas chômé cette année. Dragon Quest cette année aussi. Dragon Quest à la rentrée, effectivement. Octopath Traveler aussi. Aussi, ouais. Octopath, justement, peut-être qu'on peut en parler, vu que c'est disons un truc qu'on a beaucoup attendu à la rédac. Voilà, avec mon nouveau Octopath Traveler. Alors, maintenant, on fait télé-shopping. Je voyage 8 fois plus vite. Mais alors, du coup, Elisa, toi, c'est un titre que tu as apprécié cette année. Oui, c'est un jeu que j'ai trouvé absolument charmant, en fait. Charmant, parfaitement. Non, mais j'ai beaucoup aimé l'idée de faire du pixel art. C'était très agréable, un très joli petit retour dans le passé. Et voilà. Oui, donc c'est plutôt. Effectivement, Octopath, c'était un petit peu la révolution qu'on attendait pour le RPG en portable. Est-ce que ça l'a été? Révolution, je sais pas, mais quand tu vois des boosts comme Lost Sphere qui sont sortis aussi sous Square Enix en début d'année, et ça qui clairement moins élève le niveau, en tout cas propose quelque chose d'intéressant et fun à jouer. Après, chacun aimera par rapport au personnage comment ça se goupille. Mais vraiment, oui, il y a quand même une proposition, un truc qui, comme Ni no Kuni, comme d'autres jeux JRPG, finalement, il n'y a pas eu de. Alors, il y a eu Dragon Quest, il n'y a pas eu les monstres qu'on attendait, puisque Kingdom Hearts va sortir l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne année globalement là-dessus. Esthétiquement, faut le rappeler, c'est quand même un gros changement en termes de direction artistique. Octopath Traveler, c'est très très beau. C'est le côté livre animé. Exactement, le côté un petit peu. J'ai oublié le nom. Vous savez, des livres qu'on ouvre et un livre animé. Ouais, t'es sûr que ça n'a pas un autre nom? Un pop-up, un livre pop-up. Ouais, c'est pop-up, mais il me semble que c'est vraiment une. Mais bon, vous voyez de quoi je veux dire? On ouvre un livre et il y a un château. Hashtag diorama, hashtag papercraft. Voilà. Ça. Je sais pas, donnez-le nous sur le chat si vous l'avez. Le chat est un peu plus réservé sur Octopath.
Bah moi j'ai trouvé ça bien, mais en fait j'ai trouvé long. Disons... En fait il est peut-être trop dans la longueur et dans le manque de... Il manque de choses au bout d'un moment. En fait. Tu peux pas y jouer 5 heures d'affilée. Bah ouais, enfin même moi je sais pas, enfin j'adore les JRPG et j'ai été obligé à un moment d'arrêter parce que je fais bon bah voilà, tu fais ça, après tu fais ça. Il y a pas de surprise. C'est très linéaire. Il y a pas de surprise, il y a pas de prise de risque, donc effectivement c'est bien, mais exactement. Comme dans d'autres JRPG avec des mini-jeux, avec d'autres trucs qui vont un peu te diversifier. Le temps que tu puisses faire un petit peu ton truc, des fois tu feras un peu d'histoire, de combat, de trucs annexes. Là c'est que t'as l'histoire et encore c'est vrai que là aussi c'est très segmenté et le combat quoi. Donc si t'adhères pas trop au combat ou moyen, c'est vrai que là finalement je pense que la plus grosse chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il te mâche tout le travail. Dans un JRPG, des fois, t'es projeté là, tu parles à tous les gens que tu croises, là t'en as rien à foutre. C'est une liste de courses un peu, tu veux dire. Là, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois faire, tout est trop facile. T'as des capacités annexes et tu peux faire des trucs, mais vraiment, si tu cherches à avoir tous les outils, tous les trucs comme ça, oui, là, faut y aller, c'est sûr, mais pas pour l'histoire. C'était aussi une grosse année pour la baston. Du coup, on a eu Soul Calibur 6, on a eu Dragon Ball FighterZ, on a eu Smash Bros, évidemment. C'est intéressant. Est-ce que c'était pas les derniers gros titres du revival du versus fighting avant une nouvelle période terminé. Après, c'est terminé. Dragon Ball FighterZ, de toute façon, il a un peu calmé. Enfin, il a totalement relancé le truc et calmé tout le monde en même temps. Il a assassiné Marvel Capcom aussi. Oui. Du coup. Ah bah. Ils sont assassinés tout seuls. Ils sont assassinés tout seuls avec le dernier. Oui, non, mais ça veut dire. Il arrive mort-né, donc t'écrases un fœtus à terre. Bon, c'est pas très grave. Ah, c'est dégueulasse. Franck Dubosc le faisait dans son premier spectacle, ça ne choquait personne. Et bon appétit. Mais venant de toi, c'est dégueulasse. T'as le droit jusqu'à 6 mois après, t'as plus le droit. C'est vrai. Donc pour Family Friendly, vous avez marché sur des bûches de Noël, c'est mieux. Ah oui, bien sûr. Tekken 7 n'est pas sorti en 2018. Non, il n'est pas sorti. Non, effectivement, il n'est pas sorti en 2018 Tekken 7. Mais Negan est sorti en 2018. Non. Bah non, il est pas sorti. Donc tu arrêtes carrément. non, il est pas sorti encore. Ils l'ont annoncé et ça fait très longtemps qu'ils l'ont annoncé. Mais il sortira l'année prochaine. L'open world partout tout le temps. Resident, n'importe quoi. Red Dead. Oui. Red Dead. Très très bon. Assassin's Creed Odyssey, on a eu beaucoup d'open world cette année. Ouais, c'est des très bons. Monster Hunter. Très bon jeu, je suis désolé. Que ce soit Red Dead, Spider-Man, Monster Hunter. Assassin's Creed. Après, j'ai pas joué à Fallout ni à Just Cause, mais voilà. Moi, j'ai un peu ras-le-bol des open world perso. Le seul qui m'a vraiment hypé, c'est Spider-Man parce que je trouve qu'il a une cohérence en fait. Parce que t'es dans Manhattan, ça s'arrête là. Donc au final, tu peux faire ton open world dans 5 minutes, mais ça me semble cohérent et je sais pas, je trouve ça plus concret, donc je trouve ça plus amusant. Alors que Red Dead, je sais pas, c'est des cailloux qui ressemblent à des cailloux. Ah non, alors là, non, par contre là, le dernier Red Dead, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour le premier, ni pour le second. Enfin. Le premier, non. Moi, le premier, j'aimais bien. Mais là, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de paysages divers dans. Il y a trop de trucs. Non, mais il y a trop de trucs, bien sûr. Mais après, ça, c'est un autre défaut. Mais je veux dire, esthétiquement, le jeu, il est parfait. Enfin, il y a rien à lui reprocher, quoi. Techniquement, il est au top. Peut-être au niveau du gameplay, il y a pas mal de gens qui justement râlent un petit peu sur la rétention d'interactivité. L'année prochaine, c'est mort les open world. Plus personne les achètera. C'est surtout que là, Jonathan. Là, t'as beaucoup d'open world, God of War, Spider-Man, Assassin's Creed, qui part de plus en plus du côté du RPG parce que justement, tu dis il y en a marre et en fait, beaucoup d'open world essaient de passer par cette case RPG customisation pour redonner un peu d'entrain, un peu d'intérêt au jeu, quoi. Mais parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Ça va se terminer ou ça va s'épuiser assez vite. Te donner une carotte, en fait, tout simplement, te faire visualiser ta progression pour te donner envie de continuer à jouer. À défaut de changer ta manière de jouer. GTA San Andreas, des micro-objectifs. Je suis désolé, mais GTA San Andreas avait déjà un aspect JRPG, que ce soit pour la forme, etc. Enfin, voilà, tu pouvais entretenir ton personnage, il y avait un intérêt. Enfin, il y avait déjà cet aspect. Mais tu pouvais pas avoir de l'équipement comme là, par exemple, t'as eu dans Assassin's Creed. Non, t'as pas. Spider-Man, t'as des niveaux même. Tu vois jusqu'à ce point-là. C'est en fait à ce point où tu vas même de te stuffer ou de progresser, c'est un objectif en soi, même sur une heure. San Andreas, je vois ce que tu veux dire. C'était pas le cas, mais effectivement rien que le fait par exemple pour aller à la salle de sport, de contrôler ton poids et d'avoir les territoires, c'était déjà un petit peu dans ce cas là. Alors Pseudoless te rejoint, Titouan, il appelle de ses voeux que les open world crèvent en 2019 même s'il a assez peu d'espoir. Non, mais on va sortir les gilets jaunes, Pseudoless, tu vas voir. Mais honnêtement je pense pas que les open world vont mourir, hein. Ils vont s'étouffer tout seuls. Mais j'ai l'impression au contraire qu'il y a beaucoup plus de toujours monde... pas dans le micro. Il y a de plus en plus de monde qui dit justement qu'ils en ont assez des histoires linéaires et de pas pouvoir aller et faire ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent. Après, c'est une question de structure. Tu joues à Minecraft, tu fais ce que tu veux. Non, bah oui, donc t'as le côté sandbox d'un côté et l'autre, une question de structure, c'est que tu peux faire un open world avec des structures différentes qui soient pas forcément celles d'un God of War ou d'un Spider-Man ou d'un Infamous. Enfin,
God of War et Spider-Man, pour les avoir fait un petit peu dos à dos, c'est vrai que c'est un peu la même structure. C'est-à-dire que c'est une carte avec des points d'intérêt vers lesquels tu vas te diriger à travers des couloirs, quand même, mine de rien, et une arborescence avec des sphériés, et puis tu développes des points. La carte est ouverte, mais c'est vrai que le nombre de choses à faire finalement est limité. Alors c'est une grille. Voilà. C'est une grille. C'est ça. Et un peu une liste de courses aussi. On revient à Octopath Traveler. Moi je me permets, c'est complètement hors sujet. Je vois que la débauche, il a pas aimé ma blague. Alors comme il veut être le président de mon fan club, je m'excuse. La débauche. J'aurais pas du mal parler des bébés, des fœtus. J'aime la vie et voilà. Et donc garde ta carte de fan club. Switch année 2, coup de mou, vitesse de croisière. Vitesse de croisière. Vitesse de croisière. Merci les jeux indés. Les indépendants. Voilà, oui. Vive l'indé. Voilà, il y a des belles sorties. Il y a eu Pokémon. C'est très indépendant ça. J'aime beaucoup. On n'a pas la même définition d'une belle sortie. C'est belle sortie en termes commerciaux et en termes de portée. C'est des gros jeux qui sont sortis, des gros titres qui sont sortis et ça continue. Alors, on a eu Dragon Ball Fighters aussi sur Switch. Nintendo anime comme elle veut, anime comme elle a envie la vie de sa console. En ce moment, ça va, elle a un bon rythme. Cette année, la tagline jeu vidéo pour moi, c'est à quand sur Switch. Moi, je n'importe quel jeu, c'est même Dragon Quest va finalement y arriver le 11. Donc. Ça y est, ouais. Oui, c'était une news qu'on n'a pas mis dans le conducteur, du coup, effectivement, mais Dragon Quest 11 sur Switch avec des voix japonaises. Sur 3DS. Bon, ouais, très bien. Moi, sur 3DS. Moi, j'ai juste une question autour du plateau. Qui a le service de subscription, enfin d'abonnement en ligne? Moi, je l'ai, moi. Qui a payé pour le online? Voilà, moi, je l'ai pour le online. Moi, je vais le prendre. Moi, je joue aux jeunesse, j'ai joué à Metroid en ce moment. Je joue au premier Metroid. Moi, et à Wario Woods aussi. Et alors, ça vaut le coup? Bah, ça vaut carrément le coup. Bah non, enfin. Bien sûr pour les jeunesses, ça vaut pas le coup. Ça vaut quoi? Ça vaut 3,40 €. Non, mais bien sûr, Emu Paradise a fermé. Bien sûr que ça vaut le coup. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. Non, mais grâce à Nintendo d'ailleurs. Oui, on les remercie. Non, plus sérieusement, non, je n'ai pas payé pour l'online, car pour moi Smash Bros c'est du local et Mario Tennis aussi. Voilà, donc pour moi je ne paye pas pour le online. Je comprends. On est quand même dans une année de transition parce que on parlait de Nintendo. Bon, on n'a pas trop parlé d'Xbox, de Microsoft, mais il y a eu énormément de consolidation de studios qui ont été acquis. Là, on sent qu'on est dans une phase de transition. On va voir les résultats dans 2-3 ans avec la fin de cette génération, le début de la prochaine. On va avoir quand même pas mal de trucs, alors notamment du côté Microsoft. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Disons que oui, grosse E3 pour Microsoft avec le Xbox Game Pass qui s'enrichit, qui devient vraiment la vraie offre standard. Maintenant, Microsoft, dès qu'il communique, il communique sur le Game Pass d'abord. Forza, qui était quand même plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, c'est la première grande consolidation de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. À ce point-là, de cette ampleur-là, on n'a jamais connu ça. Avec Ubisoft, avec Ninja Theory, enfin je sais plus tout le truc, mais Ninja Theory, Playground Games aussi. C'est énorme. Voilà, il y a effectivement. Donnez-nous la liste sur le chat s'il vous plaît. Mais effectivement, c'était une énorme opération. Je vais y arriver, dont on va peut-être cueillir les fruits pour la prochaine génération de consoles, et on en parlera dans nos attentes pour 2019. Peut-être. Les indés, on les a mentionnés très rapidement, mais quelle année pour les indés, les amis. Là, il y a Gris qui est sorti. Il y a Celeste, Dead Cells, Gris, Into the Breach, Deltarune, Obradin, The Messenger, Taco-san, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette explosion des indés? C'est bien, il faut. Parce qu'au final, c'est des jeux à petit prix et qui sont un vrai renouveau dans le jeu vidéo, tu vois. Moi perso, ça me saoule les open world, mais avoir un jeu avec une DA qui déboîte, ça fait toujours plaisir. Des bandes, ça va avec, ouais. Si t'as un style graphique assez, ça dépend, mais en général, ça va ensemble. Je suis d'accord. Et il y a des grosses sorties. Merci Devolver aussi qui fait le taf là-dessus. C'est aussi vraiment l'officialisation d'un marché, quoi. Enfin, avec la Switch notamment, ce genre de petites pépites vont de plus en plus éclore. Disons que les indés ne sont plus prisonniers de Steam. Voilà. C'est vraiment ça sort de Steam, en général même du PC. Voilà, je veux dire. Steam, t'avais le Xbox Live. Du coup, la Switch, c'est un peu la console des indés. Bah oui, complètement. Enfin, à mon avis, là, je sors de mon rôle d'animateur, mais oui. Moi, je me suis renseigné pour avoir le développeur kit et ça coûte rien du tout. C'est une Switch modée, mais ça coûte à peine plus cher que le prix de la console en vrai. Franchement, tout est fait pour que tu puisses poster ton jeu dessus. Donc, comme quoi, voilà. Bravo Nintendo. Une dernière réaction sur les indés Elisa, oui. Un truc qui n'était pas au conducteur, mais je viens d'y penser du coup. On entend encore parler du Nintendo Labo?
Bonne question. Qui se souvient du Nintendo Labo? Bonne question. Est-ce que ça a floppé ça? Bah, à mon avis, ça a quand même bien marché. Hein. La grosse t'as toujours un carton chez Micromania, hein, et c'est toujours le même d'ailleurs. Non, mais C'est celui qui ne se vend pas du coup. La grosse surprise, c'est effectivement que le Nintendo Labo ne soit pas plus représenté dans Smash, même s'il y a un costume pour les Mi. Tout le monde avait misé sur un personnage Nintendo Labo à la Game & Watch, et ça me surprend que ça soit pas plus mis en avant comme ARMS finalement, qui sont peut-être. Moi, c'est beaucoup plus ARMS qui me surprend. Oui, moi je suis plus surpris de ARMS parce que ARMS ça méritait complètement sa place dans la logique de jeu de combat. C'est un jeu avec des points. Je crois qu'ils sont dans les esprits ou les trucs comme ça, mais pas. Je pense qu'ils ont. C'est un esprit. Ouais. Non, il y en a plusieurs. Ouais, bien sûr. Mais c'était un moyen de lancer un peu ta licence, quoi. Tu les mets en avant dans Smash Bros. Comme tu non, ils ont laissé mourir. Ils ont laissé mourir ARMS, mais vous pouvez faire un ARMS 2 si le succès avait mais été quand t'as dans Super Smash Bros Ultimate, personne d'avoir d'acheter ARMS 2. On a suffisamment parlé de Smash Bros, je pense, récemment dans l'émission. Bon, on va la refaire, mais sur le chat, je vois 3 jeux indés qui font l'unanimité. C'est Céleste, Subnautica. Et pardon, je sais, oui, non, bien sûr. Deltarune. Céleste et Subnautica. Céleste, Subnautica et Deltarune. Elisa, je crois que Deltarune, ça t'a tourneboulé. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est coup de poker. Undertale 2.0 quoi. Il y a quand même c'est un peu plus évolué quand même. Elisa, s'il te plaît. Oh pardon, mais. un tout petit peu, mais bon, voilà, je pensais que vu comment il était classé dans ton classement. Mais moi, je joue pas aux jeux quand ils sortent en fait, donc c'est un des seuls que j'ai fait cette année. Après, sa sortie est un peu bizarre à Deltarune en vrai. C'est pas ce qu'on pourrait appeler une vraie sortie. Hein. C'est un teasing déjà, c'est le chapitre 1. Oui, c'est un teasing, c'est une private. C'est Toby Fox surtout. Le mec, c'est une blague. Je veux dire, non, mais même la sortie en elle-même est un. Comment dire, fait partie. Voilà, ça fait partie d'un concept même. Je veux dire, enfin. Et puis le nom aussi. C'est une expérience totale en fait. Tu es en train de me dire que Toby Fox est le nouveau Kojima? Par contre, Subnautica, franchement, tout le monde est en train de péter un câble dessus. Mais moi, j'ai relancé le jeu. Ma dernière partie, c'était en 2016. Le jeu, il est sorti depuis longtemps. Hein. Il jouait avant les gens. Non, mais il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué, bien sûr. Moi, quand je l'ai acheté, il n'y avait même pas d'HUD. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas le masque quand t'allais sous l'eau. Il a bien évolué. Mais le jeu actuel, là, comme il est, la dernière fois que j'y ai joué, peut-être en 2016, j'ai pas trouvé de différence. Hein. Il n'y a pas énormément de choses et tout le monde est en train de péter un câble dessus, mais il était déjà bien avant. Hein. Parce qu'il est offert sur le store justement. En ce moment, je crois qu'il est encore offert, donc allez-y. Après, ce sera Super Meat Boy Forever la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc les bons plans. On va passer au classement, si vous le voulez bien. Alors, attention. les classements, je me frotte les mains. On est parti. Grosse année en termes de jeux vidéo, donc est-ce que je vous le fais en entier celui-là? Non, à partir du top 10 là. Il y en a 28. Top 10. Top 10, très bien. En numéro 10, nous avons Hollow Knight. Vous avez pas le droit. Bah, c'est toi qui as voté du coup. Oui, c'est ton Gotti. Bah oui, moi je l'ai mis en premier. Sur Switch. C'est déjà pas mal qu'il soit là. Alors arrête. Voilà, il est toléré dans la pièce. Voilà. Alors nous avons Hollow Knight en numéro 1, en numéro 10, pardon. Numéro 9, nous avons Detroit Become Human. Quoi la surprise. Il est bien Elisa ou pas le jeu? Mais j'aime bien. T'as réussi à ouvrir la boîte du coup? Je suis retournée à la Fnac du coup. Oui, effectivement, on te l'a pas d'éclipser à la caisse. C'est pas très gentil. J'ai eu le seum. Ça fait partie de l'expérience. Donc numéro 9, Detroit. Numéro 8, Octopath Traveler. 8, Octopath, c'est rigolo. Numéro 7, Monster Hunter World. Numéro 6, Red Dead Redemption 2. À l'élastique du short, battu par Dragon Quest 11, qui est en numéro 5. Je suis sûr, premier, c'est Céleste. Numéro 4, Céleste. Tu vois. Numéro 3, Dead Cells, dont on n'a pas parlé. Oh non, on n'a pas eu le temps d'en parler. Vous n'avez pas le droit de le mettre devant. Et si. Numéro 2, Spider-Man. Et donc numéro 1. Et numéro 1. Into the Breach. Yes. Le dieu de la guerre, je suppose. Pas du tout. Smash Bros. Numéro 1, c'était Captain Spirit. Non, pas du tout. C'était Super Smash Bros. Ultimate. Aucun suspense, évidemment. Comment ça peut être un. Bah moi je trouve qu'il devrait y avoir du suspense, tu vois. On devrait pas tout cela. Moi ça me fait. Cédric, il te reste un peu de Nintendo sur le coin du. T'as une moustache Nintendo, mon pote. Moi ça me fait délirer God of War. Alors God of War, il est 18ème. D'accord. C'est qui le dernier? Alors pour rigoler, God of War est sous Fallout 76. Oh mon dieu. Non mais là il y a un problème. Non, je pense que. Non mais il fallait voter. Oui, non mais d'accord. Seb, tu n'as pas voté. Mais parce que je joue pas assez aux jeux vidéo pour être. Bah ouais, mais voilà. Qui a voté pour Fallout 76? C'est la démocratie. C'est vrai, c'est là. C'est qui le dernier? Donc God of War n'est pas au second tour. Désolé. Ah oui, bah voilà. Bravo. Qui le dernier? Ouais, ça c'est pas marrant. Call of Duty Black Ops 4. Ah yes. Avec moins 1.
Voilà. Ah ouais. Quand même. Donc voilà, notre GOTY, vous les avez. Un petit mot pour finir sur quand même ce grand tour d'horizon du jeu vidéo avant de passer à nos attentes pour 2019. Une année. C'était bien. Ouais, une année sympa. Et bien mais pas C'est top. tout. Bien mais pas top. Ma banque était pas trop d'accord par contre. Très bien. C'était pas bien pour eux. Les amis, on va s'écouter The Underdog Project et non pas Summer Jam mais Winter Jam. Oh. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BE de Pixel avec tout le monde qui dodeline. Ça va devenir la nouvelle tagline de l'émission. Je propose à partir de 2019, c'est une résolution. Nos attentes pour 2019, maintenant qu'on a quand même bien parlé de 2018, quelles sont-elles, les amis? C'est ce qu'on va se demander tout de suite. I got shit to do next week. Yeah, I got shit to do too. I got shit to do like tomorrow. Got dreams and stuff. Alors, quels sont vos rêves pour 2019? Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. Ouais, Il arrive dans 3 semaines, ça compte pas. C'est encore trop long, ça fait 13 ans que j'attends. Vraiment? Ah oui. Oui. Développe. Non mais enfin, on l'attend tellement. C'est vrai que c'est la fin d'une grande saga, c'est vrai. Voilà, et ça a l'air quand même d'être parti sur de l'épique. Alors, est-ce que ça va être très cohérent? Ça, on va attendre de voir. Mais franchement, c'est la fin épique qu'on attend. On va voir s'ils arrivent à casser le game comme ils ont fait avec Kingdom Hearts 2. Donc, moi, ma vie sera suspendue le jour de la sortie, quoi. Mais bon, bref. Je sens le FF15 2.0 pondre très vite. Non. Si. Mais tu sens, mais c'est pas ce que tu veux. En fait, j'aime bien Kingdom Hearts, mais ça fait tellement longtemps, je suis un peu osef, quoi. J'ai tout oublié de ce scénar, je comprends plus rien, et même les licences proposées, je m'attendais à tellement mieux. À un moment, il y a quelques années, ils avaient expliqué qu'ils étaient en train de développer un moteur qu'ils avaient appelé le Disney Engine et qui devait reproduire la texture des dessins animés qu'ils allaient mettre. Donc, tu allais dans La Belle au Bois dormant. Ouais, c'était Cuphead. Oui, mais globalement, c'était un espèce de délire à la Cuphead en 3D. Ouais. En fait, ça coûtait trop cher. Ils ont dit, oh, fuck, c'est un Unreal 4, je crois encore, c'est sûr. C'est Unreal Engine. Oui, bah voilà. Enfin, j'attends rien. C'est que des licences Disney 3D. Enfin, il y a pas. Il y a Devil May Cry qui va sortir, non? DMC5. DMC5. Voilà, Devil May Cry. C'est vrai que Capcom va commencer une très belle année là, avec Resident Evil 2 et Devil May Cry 5. J'ai pu jouer aux deux, je suis peut-être un petit peu plus... Il est déçu. Non, je suis un peu plus méfiant sur Devil May Cry 5. C'est peut-être parce que c'est celui que t'attendais le plus. Oui, de mémoire, au niveau de l'E3, c'était celui qui t'avait le plus hypé. Ah bah non, mais à l'E3, j'étais comme un fou quand ils ont annoncé Devil May Cry 5. J'ai déchiré mon t-shirt, je me suis mis debout sur la table et tout. C'est impressionnant à voir. Car elle s'est transformée en Chip and Dale. Non mais voilà, Devil May Cry 5, voilà, c'est pour moi 2019, c'était mes deux espoirs, c'était que papa et maman reviennent à la maison, donc DMC et Bayonetta. Donc on a des nouvelles de DMC, Bayonetta 3, c'est peut-être pas sûr pour 2019. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais on verra. Le Metroid Prime 4, c'est annoncé pour quand? Toujours pas annoncé. C'est en development L constant. Non mais il a changé de studio 2 fois, donc c'est pas très bon signe. D'accord. 2020. Moi, non, c'est sûr, non. Je mise pas sur 2019. 2019, ils vont sortir une compilation de Metroid Prime Trilogy, et basta, à mon avis. Mais non, oui, Resident Evil 2, grosse attente en revanche, très bien surpris très heureusement surpris par le jeu. Je vais me péter la collector, c'est sûr. Ah oui, bah toi, forcément, les zombies, ça te parle. Ouais. Et puis Resident Evil, t'avais adoré le 7? Carrément, j'avais adoré le 7, je les ai tous aimés, hein. Peut-être moins le 5, tu vois, mais le 6, franchement, c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu. Mais Resident Evil, c'est énorme. Et on attendait Pity, on l'a jamais eu. On a eu Resident Evil 7, ça va. Bon, maintenant, on a Resident Evil 2. Voilà, hein. On croise les doigts. On prend que ce qu'on a à se mettre sous la dent, même si je préfère Silent Hill. Et Léon dans Smash, oui, les amis, on va la voir. Et Geralt dans MHW. Oui, et Geralt dans Monster Hunter, mais lui, il est dans Soul Calibur 6. Elisa, quelles sont tes attentes de jeux vidéo pour 2019? Animal Crossing. Trop oui. Animal Crossing. Oui, j'ai pris la voix Midian exprès. Non, mais c'est vrai, Animal Crossing sur Switch, le jour où ils le sortent, plus personne joue à Pokémon. Hein. Mais ça, j'ai pas compris. J'ai jamais compris la hype de ce jeu. C'est trop bien. C'est fantastique. Mais c'est trop bien, c'est pour ça. C'est trop chiant. Mais non, c'est trop bien. En fait, c'est parce que t'as pas compris le jeu. C'est parce que t'aimes pas Ça, c'est la fameuse excuse du mec touché dans son. Non, mais c'est parce que t'as pas compris. Mais tu peux avoir de mauvais goût, hein. J'ai dû y jouer 15 heures. Titouan, t'as joué aux Sims? Ouais. T'as kiffé? Non. Bah voilà, tout est là en fait. C'est bon ça. Bah non, mais c'est chiant. C'est-à-dire que moi j'aime pas les Sims, Animal Crossing je tolère parce que c'est Nintendo et comme tu le dis, ma moustache est bien garnie, mais.
Rappelons sur le Ouais, bah tu vois, j'y ai plus joué à Animal Crossing qu'aux Sims quand même. Mais sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je me faisais voler par un renard chelou. J'ai fait bon, bah c'est génial. C'est un tanuki. C'est génial. bah voilà, ça. bah tu passais pire. C'est pire. Attendre le samedi soir 20h pour que Tota Keke vienne te chanter une chanson dans un bar, moi c'est merveilleux. Sur le chat, on a pas mal Après, d'attentes. tu pars avec l'exemplaire de la chanson quand même. Eh ouais. S'il vous plaît, sur le chat, on a pas mal d'attentes avec Pokémon sur Switch. Oui, bah oui, quand même. Il y a des mecs faut le montrer avant d'avoir une qui attente. ont mis des Pokémon et des images d'un dresseur Pokémon sur le Breath of the Wild. sur Breath of the Wild. Très joli. Ouais. Tout le monde a fait genre ah. Ah oui, mais gardez le moteur, faites ça, moi je suis chaud. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Last of Us 2, c'est En jeu, il y a pas mal Last of Us 2. Ouais. pas mal de réactions sur des jeux avec des DA très prononcés, notamment ce que Phenom appelle les jeux Balak, à savoir Streets of Rage 4 et Windjammers 2. Bah oui, c'est parce que c'est eux qui l'ont fait. Voilà. Bah oui, non mais Non, oui. mais C'est niche. c'est des niches et c'est de la niche et pour moi c'est pas amené à vraiment sortir de. Windjammers en France, ça peut marcher. Hein. Ça peut marcher, mais C'est le marché de Windjammers, c'est la France. Hein, oui, donc, non, mais je doute que ça marche. Enfin, c'est très. Si ça, à la limite, ça peut faire un truc e-sport vite fait, tu vois. Mais ouais, mais très. Mais ça fera une niche. Non, mais moi j'aime beaucoup. Je vois venir l'OPSP à la PAX, tu vas voir, ça va être un truc. Tu vas voir tous les joueurs qui vont se. Ouais, car il a dit tu vas voir, t'inquiète, c'est bon. Non, je te jure, t'as 2 rendez-vous pour ces jeux-là. Ça va être la PAX 2019 qui va se faire et le Stunfest. Mais je suis pas sûr que les gens ont vraiment, à part les hardcore ou les vieilles, je suis pas sûr que des gens ont vraiment envie de jouer et de s'intéresser à Windjammer. Mais c'est le public. Oui, non, mais c'est le public, mais. C'est un public de niche. Oui, mais voilà, c'est un public de niche. Merci. Mais vraiment une. Non, mais il veut pas l'accepter, car regarde-le, il cherche des excuses. Non, mais. J'adore Windjammer. Hein, mais... Ouais, les niches, ça me connaît. Non, pas mal de questions sur le chat aussi liées Death à Stranding. Bah... Death Stranding. Naïseb qui dit Death Stranding. Pas tout de suite. Pas tout de suite, tu penses? Non, bah je serais étonné. Parce que là, apparemment, tous les doublages ont été faits. De confection des doubleurs, les dialogues sont enregistrés. Donc, en tout cas, l'écriture du jeu est terminée. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Donc, faut ouais, voir. En général, les doublages sont faits, puis après ils animent toutes les lèvres. Hein, donc ça veut dire qu'ils ont pas commencé, hein, en vrai. Effectivement. Rappeler, hein. Très rapidement, petit tour d'horizon. On va pas avoir le temps de parler peut-être du cloud gaming, donc je vous renvoie vers l'émission qu'on y a consacrée. Fin du tabou de la prochaine génération de consoles. On va avoir des annonces en 2019. Oui, peut-être. Ouais, PS5. C'est dommage. Enfin, surtout Xbox prochaine du don. Quoi. Ouais, mais ils commencent doucement. Doucement, ils envoient des petites infos. Par contre, on peut déjà prendre des paris sur le nom de la prochaine Xbox. Ça, ce serait sympa, parce que là, il y a de quoi faire si on est à 360 puis la One. Bah, X-Balls, tu vois, on les pose là, tu vois. X-Balls, j'achète. Ah, mais ça sent un peu mauvais pour quand même les nouvelles générations de consoles, quoi. Enfin, je pense que dans la façon dont les sociétés sont en train d'évoluer, enfin, s'il y a cette génération, ça sera probablement la dernière. Bah, c'est ce que dit Guillemot, hein, c'est que ce sera la dernière. Ou alors Mindfuck, c'est pas des nouvelles consoles, c'est comme un super CD. C'est un plug que tu mets sous les consoles pour les redévelopper. Pour jouer avec des cartouches. Très bien. Retenez ces paroles. Très rapidement au cinéma, on va avoir pas mal de choses. Battle Angel Alita. Bah, y a que ça. Écoute, Battle Angel Alita. On rappelle, c'est Gun par Rodriguez. Ouais, non, c'est surtout James Cameron, on va se calmer tout de suite. Oui. Rodriguez, il a les pieds et poings liés et Cameron, il a le flingue derrière lui avec le laser, quoi. Je suis quasi sûr que d'ici quelques années, on va découvrir que. Mais je suis même à main coupée, je suis quasiment sûr que c'est un prête-nom. Que Cameron, il le réalise en secret, un peu comme Spielberg avait fait Poltergeist à la place de Tobe Hooper parce qu'il était sous crack. Mais ma main coupée, on va découvrir que c'était Cameron parce que comme il est sur Avatar 2, machin, il peut pas. Fuck, le mec il dort 2 heures par jour, il peut le faire complètement, quoi. Ça a l'air ouf. On va faire un tour de table assez rapide du coup pour le cinéma. Et toi, Lisa? C'est un film que j'attends moyennement, mais Mortal Engines. Il est sorti déjà. Ah bah je sais pas alors. C'est pas grave. Je n'ai pas d'attente. Tu reviendras après. Voilà, c'est dire le drame du film, c'est qu'il est sorti et que personne n'est au courant. Voilà. Et Mais il a mieux marché que Spider-Verse. Ce que j'allais voir dire, Spider-Verse. Pas mal de choses quand même. Il y a le Zemeckis, il y a Marwen. Dis-toi. Moi, j'ai jamais trop d'attente pour le cinéma. J'aime me faire surprendre. Je suis quelqu'un qui me faire surprendre comme ça. Et j'ai eu Halloween, donc voilà, je suis content. Oui. Sébastien, t'auras peut-être le 2 l'année prochaine du coup. Sébastien. Alors, je vais faire mon animé Fag, mais le film de Yuasa. Oh, quel fan. Ah bah oui. Et le Makoto Shinkai. Voilà. Non, pas Makoto Shinkai. Le film peut-être Evangelion 4.0. C'est vrai qu'on risque d'avoir un work in progress. Voilà, on sait pas. On sait pas. Ouais, moi, je crois, pareil, je crois à la bonne étoile. Comme Windjammer. Comme Link Up. Oui.
Désolé, Voilà, tu non, me mais l'as voilà. servi sur un plateau, pardon. Et sinon, Funan n'est pas encore sorti. C'est vrai. Mais bon, je l'ai vu, mais j'espère que ça va marcher. Sincèrement. Et s'il marche, ça peut changer quelque chose dans l'esprit des Français. C'est vrai que Funan, tu m'en avais dit dithyrambique. Ah, c'est excellent. Bah, t'avais pu rencontrer Bérénice Bejo oui, effectivement, et Denido, le réalisateur, et c'est sur les marches forcées au. Alors, j'espère que je vais pas me tromper de pays, mais il me semble que c'est le Vietnam avec les Khmers rouges. Les rouges, c'est Vietnam en tout cas. Voilà. Et donc, du coup, ça raconte l'histoire d'une famille, enfin, plutôt du point de vue des parents, voilà, de comment ça s'est passé cette marche et comment ils ont survécu après. Voilà, c'est très prenant, c'est très beau, il n'y a pas de fioriture, c'est ce que donne le mieux l'animation pour représenter des situations telles que celle-là. Les Khmers rouges, c'est au Cambodge, les amis. Cambodge, j'allais dire voilà. Donc le chat j'ai est 7 au bac de géo de toute façon. Donc le chat est un peu circonspect sur la capacité de Funan, notamment Benjamin. Il me dit pourra peut-être dépasser le score de Lou, le précédent Crystal, et son whopping 45 spectateurs au box-office. Non mais Lou c'était une catastrophe, c'était annoncé. Et il faut arrêter de penser que le Crystal d'Annecy il tire les gens vers le haut. C'est faux. C'est comme Cannes. Hein. Faut savoir que un film qui va au Festival de Cannes, on espère peut-être 50 000 entrées en plus quoi. En Grégoire, France. Qui joue avec le conducteur. Benjamin Benoît, il a tous les raisons. C'est le chat. S'il vous plaît. C'est terminé. Faut qu'on avance. Comme attente, une nouvelle boost de la part de Disney pour Star Wars. Bah attends, tu vas avoir un Disney par mois cette année, donc t'inquiète pas, tu vas être servi. Voilà, mais je pense une nouvelle boost au niveau de Star Wars. Et puis sinon, le film de My Hero Academia est annoncé. Voilà. Jonathan. Là très vite, il doit y avoir Creed 2 qui sort chez nous, donc je l'attends quand même pas mal. Ça va être bien, ça. Bon, évidemment, les Marvel, là-dessus, je suis pas mal, mais je suis un peu comme toi, j'attends de voir, de me faire surprendre. Je suis moins à attendre au ciné en général. Bah viens, on va se faire surprendre tous les deux. Allez. Très bien, moi, mes attentes, c'est John Wick 3. Ah oui, déjà, bien sûr. la première photo de John Wick dans le désert, ça me hype de ouf. Et puis Glass. Dans le désert. Glass, tout simplement, parce que je suis un fan transi d'incassable. Split, j'avais adoré. J'ai très peur que. Enfin, Split était bien pour ce qu'il était, et le fait de finir sur cette scène finale me fait un peu peur, quoi. J'ai peur que ça soit vraiment un pétard mouillé. Moi, je pense que ça va être genre, vous le vouliez, vous allez la voir. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais oui, la com autour du film me fait un petit peu. Mais on va quand même payer notre place de cinéma. Je veux y croire. Les amis, c'est tout pour nos attentes de 2019. Merci. Voilà, oui, parce qu'il leur tourne, hein, et il faut manger sa bûche chacun de chez soi après. Donc, vous retrouvez pas vos familles, vous? Non, on va se bourrer la gueule. Juste après. Non, Cédric, faut qu'il aille jouer à Smash Bros histoire de. Mais je peux jouer à Smash Bros et me bourrer la gueule. C'est compatible. Tout seul. Vous grillez ce qui se passe en backstage, ce n'est pas très professionnel, mais bon. Donc nous allons bien sûr retrouver nos familles, mais avant cela, c'était important. 2018 étant une grande année, nous attend un grand quiz musical pour finir cette émission et cette année 2018 en beauté. Donc, 9 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face pour éviter que les gens se chevauchent et se marchent dessus, car aujourd'hui on est très nombreux. Tout simplement, voilà, hein, vous donnez le nom du jeu. Évidemment, je veux le numéro, je veux pas la série. C'est très important. Mais voilà, par exemple, c'est pas Resident Evil, c'est Resident Evil 2, par exemple. C'est pas, il est pas dedans. Il est pas dedans, mais justement, c'est pour pas griller de cartouche. Wink wink. On est parti pour le premier morceau. Ready Player One. Non, c'est John Van Allen. Allez. Ensemble. Ouais, mais Cédric, je l'ai pas. Un petit peu moins fort. Donc, effectivement, Ready Player One, film de Steven Spielberg dont on n'a pas eu le temps de parler. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on en parlera en off en se tatanant sur Smash Bros en buvant de l'eau. Oui. 1-0 pour l'équipe rouge, deuxième morceau. Devilman Crybaby. Allez, bravo, 1 point pour l'équipe. Devilman Crybaby, Devilman no Uta, arrangé par Kensuke Ushio, compositeur notamment sur très bonne bande son d'ailleurs. Très bonne bande son. Forcément la rétro-wave ça te parle. Ouais, puis c'est très genre clubbing chelou où les gens font l'amour et se transforment en zombies. On appelle ça une boiler room. 1 partout, troisième morceau. Ça c'est Call of Duty Black Ops. Ça c'est un 4. Ce n'est pas Call of Duty. La parole va à l'équipe. Battlefield 5. Ce n'est pas Battlefield 5. Battlefield 1. Ce n'est pas Battlefield 1. Ah putain. Il n'est pas sorti en 2018 Battlefield 1. L'équipe bleue.
Attends, je laisse passer un peu la musique. Call of Duty Black Ops 4. Pardon ? Call of Duty Black Ops 4. On l'a déjà dit. Non, on l'a déjà C'est dit. pas ça. Mais Bah, c'est non, un jeu vidéo ? C'est un jeu vidéo. D'accord. Parce que moi je partais sur un Marvel. Hein, Ah mais je sais, mais Ah si, Spider-Man. C'est Spider-Man sur PS4. Bravo, hein. Bravo, hein. juste après. Voilà, Bah, on a attendu les petites notes il fallait juste attendre les cuivres et tu l'avais. Et oui, donc c'est le thème de Spider-Man PS4 L'Overworld, composé par John Paesano. Et je vous ai pas fait l'affront d'imiter l'inspecteur Spider. L'inspecteur Spider. L'inspecteur Spider, voilà, de Donald Dorval, qu'on Au l'appelle. revoir, mon ami. Peut-être le meilleur running gag et l'une des meilleures VF de jeux vidéo de l'année. Et ça fait un moment. Donc ça fait 2-1 pour l'équipe rouge. 4e morceau. Solo. Pardon ? Solo. Ce n'est pas Solo. C'est un film. C'est un film. J'ai pas vu. Infinity War, je dirais. C'est Infinity War, bravo, c'est Avengers Infinity Ça, je l'ai War. pas vu. Composé par Alan Silvestri, c'est le thème de la forge, la scène où Thor réactive la forge. Ah C'est ouais. fou comment ces musiques sont Générique. passables. Oui. Ah, À part la musique des Après, Avengers, c'est vrai. Très Silvestri, générique on sent quand quand même même, une certaine qualité en plus. C'est-à-dire que je suis C'est pas ça, parti mais vers là à plus. cause de ça. Ils sont Bah, tous c'est pas ça pareils. plus. C'est moyen plus. Ouais. Bah, parce que ouais, mais c'est un gros problème, on va pas en parler là, mais c'est Oui, quand même oui, la oui, table C'est musique 6 sur quoi. 10 quoi. on refera pas. Alors, il y a une Celle très, que il y a tu une très bonne consommes sous alcool. il y a une très bonne vidéo de Silvestri qui explique justement les coulisses de la composition de musique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il utilise des musiques déjà faites. La tech musique, tout Voilà, à fait. la tech musique et ensuite voilà. Mais bref. comme c'est passable, on s'en branle un peu, tu vois. C'est oui, parti mais pour ça justement. que c'est passable. Mais c'est Non, pas mais c'est c'est pas pas ça, ça, c'est pas ça. On va essayer parce de qu'en comprendre, gros, la petite Le mec il te On sort veut des comprendre. excuses. Ah non mais c'est normal, hein, c'est pas de la Non, merde, on mais fait global- exprès. Non, je dois pas essayer de dire ça globalement, juste pour 2 secondes, mais les réalisateurs ou les monteurs ils mettent des musiques temporaires et après les réalisateurs ils sont tellement habitués qu'ils disent tu vas me faire la même chose, c'est pour ça que c'est de la merde. Je sais. Silvestri dans mon cœur à jamais. Donc 3-1 pour l'équipe rouge, 5e morceau. Bah, The Messenger. The Messenger, bravo. Ah, attends, il le regardait fixement dans les yeux, même moi j'ai failli le dire. Alors The Messenger, bah oui, bah, le thème du marchand. Oui, oui. Voilà, où tu dodelines cette fois-ci. Ah oui, non, mais moi je dodeline. Il m'en faut peu. Hein. Je pourrais faire une funk pop réelle. Hein. Très bien, alors, Ça ira. The Shopkeeper, composé par Rainbow Dragon Eyes, qui n'est pas une carte Yu-Gi-Oh, je le répète. Compositeur de The Messenger, un de tes jeux de l'année. Oui. Développé par Sabotage et édité par Devolver. Voilà, comme ça vous l'avez Toujours au grand complet, vous savez où le trouver. Il y a que. Et il sait Achetez où tous vous les trouvez Devolver. aussi. Ça tombe bien. Donc 3-2. Mon Dieu, c'est serré. 6e morceau. Octopus Traveler. Ce n'est pas Octopus Traveler. C'est un jeu. C'est une série animée. C'est un film. Ah mais non, oui, putain. Tu l'as, c'est Ah, c'est oui. c'est La Forme de l'eau. La forme de l'eau. bravo. putain, excuse-moi. C'est la reprise de la Bien sûr. javanaise Ouais, la par javanaise. Madeleine Pérou, arrangée J'étais pas par sûr au Alexandre début. Desplat. Ouais, mais non, mais moi aussi. Forcément. Oui, des plats, oui. Voilà. Excellent. Mm. Donc 3-3. 3-3 Oscar. pour Oui, des il a places eu cette l'Oscar, année. effectivement. On embrasse. très Mérité. fort. Mérité. 3-3, tout à fait. tu veux ma place Mais je vois Cédric le temps, moi D'accord. faut y aller. Alors mes recos c'est On n'a pas de recours aujourd'hui. c'est Super Smash Bros Ultimate. 3-3, c'est serré. 7e morceau, s'il vous plaît. Jojo, Golden Wind, Coda, Fighting Gold. Ok. j'ai été très- Réalisateur Alors, Roland, tu bien te joué. rattrapes Ouais, très parce que bien. c'est vrai que pour Ok. Cédric, il y a Jojo et Nintendo, tu vois. Ok. Et là, j'ai une très bonne Ok. vanne sur le chat qui me dit Tekken 7, la forme de l'eau. Oh, pas mal. Pas mal. De Phenom. Bravo, Avec la petite bravo Phenom. musique Azur machin là. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'était Fighting Gold, interprété par Coda. Tu as très bien fait le taf à ma place. 4-3 pour l'équipe rouge. C'est le 8e morceau. Super Smash Bros. Melee. C'est pas Sur Super Smash Bros. Ultimate, de toute façon. Équipe bleue. Ah, je l'ai. Je l'ai pas. J'essaie de Cinq. faire passer du temps. 4, Je crois. Hein. C'est un jeu. 3. Oui, C'est oui. un jeu. 2, 1. La parole à l'équipe rouge. C'est Final Fantasy. Ce n'est pas Final Fantasy. La parole revient à l'équipe bleue. Totalement les trucs. 5, God of War. 4. C'est pas God of War. Équipe rouge.
C'est un jeu sorti Octopath cette année. Traveler. C'est Octopath Traveler. C'est pour ça que j'ai dit. Bravo Elisa. Tu l'aurais pas eu, ça aurait été très C'est décevant vrai que de ta j'aurais part. dit, j'aurais dit FF15 aussi de base. Non, c'est le thème de boss d'Octopath Traveler. En 2018. Composé par Yasunori Nishiki. Voilà. En même temps, il y a tellement de trucs de FF15 qui sortent. Et Elisa, tu es contente car tu as marqué un point J'ai sur le gagné. Bravo Isa. Alors, vous notez que pour introduire ce morceau, j'ai bien insisté sur 8e morceau. Ah, il est malin. Hein. Il on est fatigué. Voilà, il y en a là-dedans. Donc ça fait quand même 5-3 pour l'honneur. Pour l'honneur. Donc dernier morceau. Dernier morceau, tout simplement. J'entends pas. La réponse n'est pas dans la question. Super Smash Bros Ultimate. Super Smash Bros Ultimate, bravo. Alors maintenant, trouve le morceau, sinon je donne pas le point parce que t'as Non, l'avance. ça c'est nul. Tu l'as pas fait. Ça, c'est pour les dégueulasse. autres. Non mais c'est bon, vous menez, vous allez gagner quoi qu'il arrive. Mais j'ai pas entendu. Il faut remettre le son. j'entends Attention, Enlève ton casque. soyez attentifs. Enlève son casque. Oui, voilà. pas. Le F0. thème de F0. C'est le medley de F0 par. Il enlève son casque, ça fait F0. Forcément qu'il va le deviner Ah oui, maintenant. donc c'était le medley de F0 composé, enfin réarrangé par Takenobu Mitsuyoshi, le monsieur de Daytona et de Shenmue qu'on aime beaucoup. Très Donc là, bon si on peut gars. monter un peu le son. D'ailleurs, cette année, il y a Shenmue qui est sorti. Juste comme ça. Oui, non, oui. Shenmue dans les remake. Mais pas le 3. Enfin, d'ailleurs, pas remake. Hein. Le Ils ont Shenmue rien 3 il est pas remake, sorti. Tout ça, bref. Remaster. C'est de l'Eurobeat, on aime ça. Oui, ouais. Bref, donc. Déjà vous. Pareil, là. Très bien, donc c'est la fin de ce quiz musical. Oui, Lisa. Est-ce qu'on n'annoncerait pas le nom du gagnant? On peut annoncer le nom du gagnant maintenant, après la réponse, si tu veux, parce que j'ai un jingle pour ça. Ouh. Alors, Je ne félicite pas d'avoir gagné. et vous notez, bravo, et vous notez que le jingle aussi est interprété par Takenobu Mitsuyoshi. Oh là là, c'est magnifique, double conclusion. Inception. Et les amis, c'est l'heure d'annoncer, j'ai envie de dire, le grand gagnant de notre concours organisé. On rappelle que si vous répondiez à notre sondage sur votre Hall of Fame de 2018, vous pouviez peut-être gagner un exemplaire dématérialisé de Super Smash Bros Ultimate sur Switch. C'est Cédric qui l'a Et gagné. c'est l'heure d'annoncer le gagnant. Cadeau. Alors, qui a gagné le cadeau? C'est Tanaris. Tanaris, Félicitations. bravo Tanaris. tu Bravo as gagné. Tanaris. Bravo Tanaris, on Bravo. applaudit. Allez, bravo, c'est bon. Tanaris, tu remportes. Tu vas pouvoir jouer à un jeu de merde. Mais c'est bon, il le En paye pas. démat. Il le paye pas déjà, ça va. Ouais. Donc il pourra se rattraper en achetant Season Pass, du coup, vu qu'il y a Joker dedans. Hein, voilà. Ce qui fait donc de Persona 5 le jeu de 4 années de suite, 2016 au Japon, 2017 en Europe, 2018 à l'annonce au Game Awards et de 2019 parce Je que te Joker est dans félicite Smash. pas là, Tanari. Et là. tu es Il sera tellement probablement fan. sur Switch. Et oui, et le jeu sortira sur Switch aussi. T'es Donc c'est tellement fan de probable. Persona 5 que tu n'as même pas vu que j'ai volé Morgana pendant l'émission. Et si, Take je l'ai your vu. heart. Mais si, comme ça, je, Check your heart, voilà. comme ça, je l'aide. Il me regarde avec son petit Je t'ai œil, purifié un peu, j'espère. Non, pas du tout. Pas du Pas tout. assez, il a réussi à me placer pendant l'émission. Jamais, personne ne me sortira Persona 5, jamais. Donc, bravo Tanaris, tu as gagné. Les amis, cette musique douillette nous guide lentement vers la fin de l'émission. Je crois que certaines d'entre vous avaient prévu des recommandations, donc c'est le moment de les donner. On vient de faire 2 heures de recommandations quand même. Oui. Monsieur Bobine, la vidéo sur E.T. elle est géniale, c'est fabuleux. Je recommande Monsieur Bobine à chaque fois, mais parce que chaque fois c'est génial. Mais oui, T'as raison, c'est t'as raison. une très bonne. Gris sur Switch. C'est génial aussi. Gris, C'est magnifique. effectivement, bon délire. Par Devolver. Bah, Achetez tout vrai Devolver, ça ira plus vite. Achetez des actions Devolver, s'il vous C'est- plaît. oui. Bon, les amis, merci. Je suis tellement content de travailler avec vous sur cette année. Quel bonheur. Non mais voilà, C'est le moment mignon. 2018 c'était une grosse année pour Hyperlink. On a vraiment franchi plein de choses et je vous remercie d'avoir tous été là depuis le début de l'émission. On est là. On est dans notre 3e saison. On grossit et voilà, ce serait pas possible sans le travail de PJ, de Léo, de Charlie, d'Elisa, de Seb. Bravo à vous tous. On s'applaudit. d'Hortense évidemment, d'Amaury. Même si elle sans décuve qui aujourd'hui. l'émission n'est- Elle a du mal aujourd'hui. Hortense a du mal aujourd'hui. Amaury, on t'embrasse. Amaury, tu peux nous rejoindre en plateau si tu le souhaites. Non, mais il est pas là, il a Gros pas envie de bisous, toute gros bisous à Titouan, évidemment, qui est avec nous. Gros bisous à Cédric. Gros À bisous Lorraine aussi, qui est Grégoire, avec Gros nous. bisous à Lorraine. Gros bisous à Jonathan. À Damien. À Damien. Gros À bisous Pierre, à Pierre. à Pierre. Et gros bisous évidemment à
à Alexis, notre rédacteur en chef adjoint, qui n'est pas là, hein, qui est parti en vacances, voilà, et qui reviendra début janvier. Et nous aussi, du coup. Donc on prendra une semaine de. Gros bisous Karel. Une semaine sur les fesses. Voilà, un chacun. Allez. Ah, tu vois, nous on adore la surprise. You'll never see it coming. Ah, on l'a tué. Là, c'est la fin des choux. C'est la fin des choux. On a eu raison de Karel. Il a pas On remercie aussi le chat, évidemment. On remercie le chat, évidemment. Vous êtes toujours là avec nous. Alors non, parce que mon fan club il est vraiment nul. Il a dit la moto de Canada pour Ready Player One. Je destitue officiellement ce fan club qui aura duré donc 1h30. Bravo. Toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et même Ready Player One. Surtout Ready Player One qui a une fin. Très bien. Et tu sais que j'aime ce film. C'est vrai, on aime bien le film tous les deux. On aime bien. On va en reparler juste après. Allez, go. Allez, les amis, pour la dernière fois de 2018. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de cet épisode 77 d'Hyperlink spécial bilan de 2018. On espère que ça vous a plu. Il va faire 2 heures tout rond presque. Donc de quoi vous occuper en jouant au jeu que vous trouverez sous le sapin. On vous le souhaite en tout cas. On se fait plein de bisous. On vous souhaite des très bonnes fêtes. Et on se retrouve début janvier pour une très belle émission, ma foi. Allez, bonne fête et à très bientôt. Bisous. À l'année prochaine. Bonne fête. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.